Non, il faut changer d'ampli encore. Merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont investies pour l'organisation de cette conférence. Merci à Nicolas Farmon et à Augustin Précis, qui vous présenterai juste après. Merci à toutes les personnes que vous avez classées pour cette belle conférence. On a plusieurs partenaires, donc on va les remercier aussi. On a la CGT du Loiret, le NPA, le parti capitaliste dont on fait partie. On a le syndicat Sud qui nous soutient aussi. Et voilà, j'ai vu des gens, je crois. Et l'université d'Orléans qui finance une partie, pas les micros en tout cas. Mais nous soutient cet événement aussi d'un point de vue financier, à travers le fonds FSD notamment. Il y a le Corbelan aussi qui nous a relayé la communication, qui nous fournit des livres. Voilà, en plus, il y a le nouveau format de C'est pas lundi de Nicolas Farmon qui vient de sortir en version poche. Voilà, c'est super. Merci à tous. Voilà. Moi, je me présente. Je m'appelle Adrien. Je fais partie du média Info Gaucho, média militant orléanais. On est assez actif sur les réseaux, donc vous pouvez nous suivre. C'est co-animé ou co-organisé cette conférence avec le Point Levé. Donc, je laisse Marc. Bonjour, moi je m'appelle Marc, du Point Levé d'Orléans. On a un collectif à la fac de jeunesse communiste et révolutionnaire. Donc, j'ai vu qu'il y a pas mal d'étudiants ici. Donc, si vous voulez nous rejoindre, c'est via le Point Levé d'Orléans sur Instagram. Vous pouvez nous rejoindre directement. Si vous voulez voir des gens, ils sont au fond derrière. Voilà. On rappelle que cette conférence est filmée, elle sera utilisée sur YouTube. Donc, si vous avez des amis, des proches qui n'ont pas pu venir, vous pouvez leur envoyer la vidéo qui sera rediffusée sur notre chaîne YouTube. Voilà, merci aux camarades d'Info Gaucho, Nicolas Lignati. Merci à tout le monde. Je vais faire une petite présentation des intervenants. Avec moi, on a. J'allais dire à droite. On peut le dire, on peut le dire. On va avoir quelqu'un qui est sociologue, militant féministe et membre du NPA. Elle est aussi autrice de deux ouvrages qui s'appellent La révolution féministe et La norme gynécologique, qui est aussi des travaux de recherche. Elle est aussi maîtresse de conférence à l'université Paris-Sorbonne sur le sujet de la santé du genre. Tout à fait. Ouais. Super. Nicolas Farmon, qui est sociologue au travail, auteur et chef de Frustration Magazine, Parasite, c'est pas lundi, c'est la domination au travail. Et son dernier livre, Saint-Louis, qui est issu de réflexion autour de l'assassinat d'un PDG aux États-Unis. Voilà, on aura l'occasion aussi d'échanger un petit peu là-dessus. Voilà, on voulait faire cette conférence pour parler du travail, pour donner des pistes de réflexion, d'analyse sur les problèmes liés à la productivité du capitalisme, en souffrance qui peuvent être découpées dans le milieu du travail, ce qu'on peut entendre par travail aussi, parce qu'il y a différentes formes de travail, et donc toutes les dominations qui en sont issues, et du coup donner des pistes. Donc c'est un peu le but de cette conférence. Donc on va laisser nos invités même définir les sujets. Qu'est-ce que vous entendez par domination, par travail, par domination au travail? Comment ça se manifeste aujourd'hui? Ça j'ai bougé les Nicolas Tu veux que je débute? Ouais. Je vais débuter, mais j'ai vu qu'Aurore, elle a des notes super bien faites et je suis à deux doigts de copier. Je ne vais pas le faire. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci à toutes et tous d'être venus et d'organiser cet événement. C'est toujours très important de parler de la question du travail et de ce que ça fait dans nos vies parce que c'est un débat qui est relativement absent du débat public officiel. Pour l'anecdote, récemment, j'avais été invité par une chaîne télé du service public qui me disait oh, voilà, on veut vraiment faire une grande soirée sur le travail parce que c'est vraiment un sujet qui tient à cœur aux gens, donc on voudrait que vous veniez et tout. Bon, moi, j'avais hyper la flemme parce qu'il fallait que je monte à Paris, qu'ils m'avaient prévenu la veille, etc. Mais je me disais quand même, c'est bien qu'ils s'en parlent. Et au dernier moment, ils ont annulé parce que quoi, les bijoux du Louvre avaient été volés. Et il fallait absolument faire une émission spéciale dessus. Et depuis, point d'émission sur le travail. C'est pour vous dire à quel point le travail, c'est une expérience qui est d'abord une expérience
de certaines classes sociales plus que d'autres. Et donc, les personnes qui ont un peu les commandes du système médiatique et politique, pour eux, le travail, c'est un sujet très secondaire. Ou alors, ils ont un rapport très enchanté au travail parce qu'ils sont décideurs, ils sont donneurs d'ordre, ils ne sont pas exécutants. Ils ont un rapport au travail qui est extrêmement distancié parce que le travail s'intègre de façon harmonieusement dans leur vie et ne se fait pas via l'exploitation. Donc un bel exemple de ça, c'est pendant la dernière réforme des retraites, où vous aviez vraiment une classe politique et médiatique qui venait témoigner de son propre rapport au travail, et globalement sur tous les plateaux télé, il disait quoi? Moi ça ne me dérangerait pas de travailler jusqu'à 70 ans, je vois pas le problème, etc. Puisqu'on parlait de gens qui sont littéralement payés pour parler, et puis quand ils le veulent, quand ils le souhaitent. C'est globalement ça le profit de ces gens-là, ou des professions libérales qui ont un travail très valorisant, très agréable, qui leur donne une très bonne estime d'eux-mêmes. Donc leur rapport au travail, en fait, est complètement déconnecté du rapport au travail de la plupart des gens. Bon, le travail, et je pense que Aurore le dira mieux que moi, mais ce qui est important, c'est de voir que le travail, c'est une notion qui est très large, qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit considérer comme du travail, même si souvent elles ne sont pas considérées comme du travail. Évidemment, on pense au travail domestique. Le travail domestique permet à la société de tourner, et pour autant, ce n'est pas reconnu comme un emploi, par exemple. Donc, il ne faut pas confondre travail et emploi, au sens où ne sont reconnus comme emploi qu'un certain nombre de travail, et en fait, il y a énormément de travail gratuit dans la société qui n'est pas considéré comme tel. Je dirais même au sein des entreprises, en fait, vous avez le travail qui est reconnu comme tel, et vous avez le travail gratuit. Un des travaux gratuits auxquels je pense souvent, c'est tout le travail relationnel, tout ce qui consiste à mettre de l'huile dans les rouages, à créer des relations harmonieuses entre les gens. Et souvent, ce travail est dévolu aux femmes. Et c'est systématique quand vous travaillez dans une entreprise privée ou même publique. C'est plutôt les femmes qui vont faire en sorte qu'il y ait toujours du café dans la machine à café, qui vont se charger de faire la collecte de dons pour le pot de départ d'un tel ou d'une telle. Et ça, c'est du travail, clairement. Donc voilà, en fait, on a une vision qui est trop, souvent trop restrictive du travail. Le travail, c'est en fait la production de biens et de services. On pourrait compléter. Et ça, on va dire, ça c'est ce qui existe. Puis ensuite, il y a le travail au sens capitaliste du terme, ce qui est considéré comme du travail. Et là, ça va plutôt être le travail salarié, c'est-à-dire du travail qui non seulement crée des biens et des services, mais crée aussi du profit, quoi. Et tout le problème vient de là, et c'est pour ça que moi, quand j'ai sorti mon livre qui s'appelle « Vous détestez pas lundi, vous détestez la domination au travail », beaucoup de gens sur les réseaux sociaux m'ont dit « Non, on déteste le travail ». Moi, en fait, je crois, bien sûr, vous avez le droit de détester le travail, j'ai aucun problème avec ça, mais je crois qu'en fait, c'est qu'on déteste, on associe au mot travail sa définition sous le capitalisme. Or, à partir du moment où on a une vision large du travail, c'est-à-dire collectivement, on met en place une série de choses pour produire des biens et des services, que ce soit pour créer ou pas du profit, on voit qu'évidemment, le travail est indispensable à la vie en société, à la vie même, mais ça ne veut pas dire qu'il doit se faire dans un cadre contraint, ça ne veut pas dire que les tâches doivent être extrêmement divisées comme c'est le cas actuellement, mais ça ne veut pas dire que ça doit donner lieu à de l'exploitation et du profit. Et donc la domination au travail, dont le livre parle, et évidemment je ne suis pas le seul à en parler, c'est le fait que le travail, c'est un des principaux mécanismes de domination du capitalisme, au sens où c'est grâce à l'exploitation du travail des autres, grâce au vol de notre temps de travail, que la classe capitaliste ou classe bourgeoise s'enrichit de génération en génération, et que par conséquent, ensuite, elle peut avoir un pouvoir sur notre classe politique, sur notre classe médiatique, etc. etc. En fait, le travail est quand même une des racines du système capitaliste, et c'est pour ça que, pour finir, souvent on parle de la souffrance au travail. Typiquement, comme il y a une émission organisée comme celle qui était organisée avant que les bijoux du Louvre lui volent la vedette, en fait souvent, je sais comment ça se passe sur ces plateaux télé, on va dire mais pourquoi les gens souffrent, pourquoi les Français sont si mal, pourquoi ils consomment autant d'anxiolytiques, ces petits chenapans? Et bien souvent, on va avoir tout un tas de spécialistes qui vont pencher la tête, qui vont dire voilà, les gens ne trouvent pas assez de reconnaissance, il y a trop de stress, et en fait ils vont en rester à la surface des symptômes. Les symptômes, certes, ils sont, on les connaît, on pourra en parler, mais la racine du problème, c'est qu'il y a une violence à la racine même du travail sous le capitalisme, c'est bien l'exploitation. C'est que le fruit de mon travail ne me revient pas, ou du moins, parce que ça c'est normal que tout notre travail ne revient pas, on vit en société, on peut vouloir rendre service à d'autres, etc. Mais en tout cas, nous est volé par des gens qui, eux, en font des choses absurdes.
Et ça, je pense que c'est la racine même de la souffrance au travail, et qu'on aura beau faire tous les cours de yoga et toutes ces salles de sieste possibles dans une entreprise ou un service public, tant que la logique d'exploitation qui existe aussi dans le service public, hein, même si elle se fait de façon plus indirecte, on pourra en parler, ou dans le secteur associatif, tant que cette logique d'exploitation ne soit pas à la racine de la façon dont on travaille en France comme ailleurs, eh bien, il n'y aura pas de bien-être au travail possible. Voilà. Alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente d'avoir cette discussion ce soir et merci pour votre patience et désolée pour les couacs techniques. Sur la question du travail, vaste question. Moi, je la prendrai depuis un point de vue qui est mon point de vue situé, qui est celui du féminisme et du mouvement féministe, pour montrer justement comment la pensée féministe a renouvelé en profondeur la pensée du travail. En fait, dans les années 1960-1970, au moment où éclate ce qu'on a appelé a posteriori la deuxième vague du féminisme, c'est-à-dire un moment de mobilisation intense, notamment autour de la lutte pour la légalisation de la contraception et de l'avortement, même si pas uniquement, mais on va dire que c'est les deux fers de lance de ce mouvement-là à ce moment-là. Un des grands enjeux pour le mouvement féministe de ces années-là, ça a été de démontrer que la domination que subissaient les femmes, et on ajouterait aujourd'hui les minorisés de genre, n'était pas juste une oppression, mais également une exploitation. La différence dans la terminologie marxiste, ou on va dire utilisée dans le mouvement social à l'époque, c'était que l'exploitation, c'était vraiment l'extorsion d'un travail gratuit, là où l'oppression ne serait qu'un rapport de pouvoir. Et donc on parlait d'oppression des femmes, et encore aujourd'hui on parle beaucoup d'oppression pour parler en fait de tout ce qui n'est pas la classe. Les dominations de genre, de race, de sexualité, d'âge, etc., etc. Donc un des enjeux du mouvement féministe des années 60-70, c'était vraiment de dire non, la domination des femmes, c'est certes un rapport de pouvoir, il y a de la domination à un niveau symbolique, il y a de l'oppression, c'est sûr, mais c'est aussi une exploitation, il y a un enjeu qui a à voir avec l'extorsion d'un travail gratuit. Et la façon de le démontrer, ça a été justement de conceptualiser l'assignation qui est faite aux femmes dans nos sociétés à réaliser un type de travail spécifique qui est systématiquement invisibilisé comme travail, présenté comme naturel, la réponse, le résultat d'un instinct spontané qu'auraient les femmes, c'est-à-dire en l'occurrence le travail domestique, comme tu l'as très très bien dit, l'ensemble des tâches qui sont effectuées dans le cadre domestique, justement, à la fois prendre soin du logement, prendre soin des enfants, faire la nourriture, repasser, faire le ménage, s'occuper du conjoint également, etc., etc. Bref, donc ça étant vraiment pensé comme un travail fondamental qui est toujours invisibilisé comme travail. Bon, ça a été un premier moment très important de la théorisation dans le mouvement féministe de cet aspect fondateur du travail, aussi pour penser finalement que la domination des femmes, elle avait une base matérielle au même titre que la domination de classe. Suite à cette première élaboration, on va dire, au sein du mouvement féministe autour de la notion de travail, globalement, dans la théorie féministe, il y a eu un centre assez fort qui s'est poursuivi de recherche autour de genre et travail. Ça a été notamment le cas très fortement en France, dans la sociologie du genre, dans la continuité de ces travaux-là, et aussi dans une volonté d'ailleurs de se légitimer en tant que chercheuse, sociologue, puisque la sociologie du travail a toujours été une sociologie plus reconnue, et donc une façon aussi de se faire reconnaître, c'était de s'emparer de cette question du travail. Donc on a poursuivi les recherches là-dessus. Il y a eu énormément de conceptualisation autour de la notion de travail, le travail du care, le travail émotionnel, et on pourrait continuer encore. Moi, une conceptualisation, et c'est là où je voulais en arriver, que je trouve intéressante, qui prend ses racines aussi dans les années 70, mais qui essaye de faire un lien avec la conceptualisation marxiste et qui là aussi pense la question du travail comme fondatrice, c'est ce qu'on a appelé la théorie de la reproduction sociale.
à ne pas confondre avec la théorie bourdieusienne, parce que dès qu'on parle de reproduction sociale en contexte français, on pense plutôt à Bourdieu. Mais ici, il s'agit en fait d'un croisement vraiment de la théorie féministe et de la théorie marxiste, avec cette volonté finalement de conserver des années 70 cette pensée du travail domestique comme un travail central, mais d'essayer de rattacher cette pensée du travail domestique à la pensée marxiste de l'exploitation. Vraiment penser un lien finalement entre patriarcat et capitalisme, essayer de voir comment les deux fonctionnent ensemble, comment ils sont mutuellement emboîtés. Et du coup, on garde le concept fondamental de travail domestique qui a émergé dans les années 70, et puis on y adjoint un autre concept qui est important dans la tradition et la pensée marxiste, qui est celui de force de travail. La force de travail, c'est la capacité qu'a chacun, chacune à travailler, et c'est de fait la marchandise la plus précieuse sous le système capitaliste, parce que c'est la seule marchandise qui produit davantage de valeur qu'il n'en faut pour la produire elle-même. Bref, c'est notre capacité à travailler, c'est ce qui fait tourner le système, et c'est la seule chose qu'on possède en propre et qu'on vend, entre guillemets, librement, en réalité pas du tout librement, sur le marché, en échange d'un salaire. Et si on essaie de mettre ces deux théorisations ensemble, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'en fait, le travail spécifique des femmes, c'est spécifiquement ce travail qui va produire et reproduire la force de travail. Ce travail qui va produire et reproduire les travailleurs et les travailleuses, ce travail qui va produire et reproduire la vie. Donc on a finalement une pensée théorique qui arrive à tenir ensemble féminisme et marxisme. Et là où c'est intéressant de penser que le travail dévolu aux femmes, c'est ce travail qui produit et reproduit la force de travail, c'est que du coup, effectivement, ce travail, on le trouve majoritairement dans l'espace domestique, et c'est très important. Mais on le trouve à d'autres endroits qui sont, comme par hasard, des endroits particulièrement féminisés. Notamment dans les services publics, tout ce qui est lié à la santé, mais aussi à l'éducation. Où là aussi, on reproduit la force de travail, mais dans un cadre qui est mutualisé, qui est celui des services publics. On constate que ce travail, il est genré très fortement. Mais aussi, et c'est important à noter, qu'il est en grande partie racisé, effectué par des femmes racisées, et que du coup, quand on a cette lecture en termes d'un travail reproductif qui produit et qui reproduit la force de travail, on peut aussi avoir une dimension antiraciste qui rentre en compte. Et puis, dernier espace, on va retrouver ce travail reproductif spécifique assigné aux femmes. C'est de plus en plus, et je crois que tu l'évoquais aussi, cette fois-ci sur le marché, dans les services à la personne. Mais je reviendrai sur ce troisième espace dans la question d'après, justement. Merci de tous ces éléments. On va continuer avec une question sur une loi que je pense beaucoup de gens connaissent. C'est la loi travail ou la loi El Khomri de 2016. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une loi qui avait pour objectif de moderniser et d'adapter au travail actuel. Et pour ça, pour faire assez simple, les 35 heures qu'on doit faire légalement ont été modulées de façon à ce que ça passe, par exemple, une majoration de 25% par accord pour passer à la place d'une majoration de 10% pour des heures supplémentaires. Ou alors repasser une hiérarchie où c'est restructurer les normes, où les accords d'entreprise peuvent se détacher des accords de branche, mais par contre ça va toujours pas au-dessus de la loi, seulement que ça conduit à une individualisation du salariat. Et au vu de tout ça, il faut savoir qu'il y a eu énormément de mobilisation. Et les questions qu'on peut se poser, c'est pourquoi, au vu de ces mobilisations, et notamment des mobilisations féministes, pourquoi ça a échoué? Et aussi, il faut savoir que dans cette loi, il y avait une clause qu'on appelle une clause de neutralité, qu'on pouvait mettre en place dans un règlement intérieur, et qui, cette clause de neutralité pouvait, par exemple, pour les personnes voilées, interdire d'avoir un contact avec le public. Ils ne pouvaient que travailler à l'intérieur du magasin, mais sans avoir de contact avec le public. Et pourquoi, par exemple, cet élément n'a pas été mis plus en avant, et pourquoi ça n'a pas conduit à plus de manifestations par rapport à ça? Tu veux que je commence ou... Non, vas-y. Okay. Avant de parler de ces lois scélérates,
Non, mais je voulais dire un mot. En fait, moi, je sais que quand j'ai commencé à écrire mon livre sur le travail, j'y suis allé dans une perspective assez classique parce que c'était ma formation, on va dire, marxiste, mouvement ouvrier, etc. Et en fait, dès que j'ai commencé à lire le livre, je me suis dit, bah non, en fait, évidemment, il y a un angle mort. Et ce qui est très intéressant, et grâce aux personnes comme toi, je trouve que ça a permis vraiment de montrer, enfin, les travaux féministes par rapport au travail, ont permis vraiment de montrer qu'il y a un clivage qui est assez faux, mais je trouve qu'il a longtemps existé dans les milieux de gauche, qui est de dire, en gros, il y a la question sociale et puis il y a les questions sociétales. Et en gros, à la limite, on va dire, faut lutter dans les deux, c'est bien, mais en fait, on va séparer comme si c'était deux domaines qui n'avaient pas de lien les uns avec les autres. Et moi, vraiment, en travaillant comme... longtemps, j'ai travaillé comme expert en santé au travail et comme formateur pour les représentants du personnel, et je me suis retrouvé à devoir assurer notamment une formation qui a été mise en place notamment par les lois de 2018, formation ce qu'on appelle les représentants dans les entreprises chargés de la prévention du harcèlement sexiste et sexuel. Donc c'est un peu une coquille vide parce que c'est des sortes de représentants du personnel, ils sont que 2 par entreprise, on leur a donné pas de moyens supplémentaires, donc c'est des gens, ils se retrouvent un peu avec une mission impossible, mais la bonne chose, c'est qu'il y avait des formations qui ont été rendues obligatoires, financées par l'employeur. Moi j'ai été formateur pendant plusieurs années, je suis encore, c'est juste qu'en ce moment j'ai pas le temps d'en assurer, et en fait vraiment en faisant ces formations-là, en prenant ce sujet-là vraiment à fond, là, oui je me suis rendu compte, je le savais mais plus théoriquement, mais là c'est vrai que ça m'a permis de constater de ce que tu as démontré avant, c'est que en fait, par exemple, les violences sexistes et sexuelles au travail, c'est pas un truc contingent à l'exploitation au travail au sens, il y a ça à côté, il faut lutter contre ce fléau. Non, en fait, c'est essentiel, c'est consubstantiel à l'exploitation au travail. Le fait que les femmes soient exploitées, en fait, est lié au fait qu'elles soient harcelées sexuellement, par exemple. Parce que le harcèlement sexuel, ça crée de l'infériorisation, ça crée de la perte de confiance en soi, et ça permet du coup de ramener en permanence les femmes dans des rôles subalternes. Et effectivement, en plus, il y a d'aggravation quand ces femmes-là sont racisées parce qu'elles subissent ces violences 2 fois plus dans un silence le plus total. Et vraiment, je me suis rendu compte à quel point on n'a pas affaire à 2 sujets séparés, qu'on doit traiter séparément, on a affaire au même sujet. Et ce sujet, c'est la question sociale, la question sociale qui est intrinsèquement une question féministe. Et en fait, elle ne l'est pas uniquement si on considère que par travailleurs, on n'entend que les travailleurs masculins, ce qui en fait longtemps a été le cas quand même dans une partie du mouvement ouvrier, alors même que, et ça aussi quand on s'intéresse à notre histoire sociale, depuis le début du mouvement ouvrier, le mouvement ouvrier et le mouvement des ouvrières également, voire par moments, à certains endroits, majoritairement, je pense par exemple aux grandes grèves de Limoges au début du XXe siècle. Bon, ça c'était pour revenir sur le sujet précédent. Et vraiment pour dire que moi-même j'ai dû faire ce parcours parce qu'on nous a longtemps inculqué cette idée-là qu'il y avait des combats différents et qu'ils n'étaient pas forcément liés, et alors qu'ils sont intrinsèquement liés. Pour en revenir sur ces différentes lois, donc en fait il y a la loi de 2016 dite loi El Khomri, et en fait celle qui l'a complétée, qu'elle est exactement dans la logique, ce sont les ordonnances travail de 2017 ou loi Pénicaud, du nom de la ministre du Travail du même nom. Pourquoi ces lois et pourquoi on n'a pas réussi à faire la révolution à ce moment-là, c'est ça la question. Je pense que... Alors moi, c'était intéressant parce que je travaillais à l'Assemblée nationale comme conseiller parlementaire au moment du vote des ordonnances travail. Donc moi, j'étais chargé de faire les argumentaires pour mes députés. À l'époque, je travaillais pour la France Insoumise et donc, moi, je faisais des dépôts d'amendements aussi sur cette loi travail. Je me suis bien amusé, mais le résultat n'est pas terrible, faut reconnaître. Ouais, alors, mes amendements ne sont pas passés, gros spoiler, mais voilà. En fait... moi, ce qui m'a intéressé, c'est de savoir ce qui se passait dans la tête des gens qui faisaient passer des lois comme ça. En fait, ce qui se passe dans leur tête, c'est leur conscience de classe, C'est-à-dire que les députés macronistes, qui étaient à l'époque extrêmement majoritaires, maintenant ils ne le sont plus, mais ils gouvernent toujours, c'est des gens qui sont issus de la classe bourgeoise, qui sont d'ailleurs souvent des TRH, qui sont des cadres supérieurs du secteur public ou du secteur privé, et donc en fait, eux, ça leur profite directement, ce genre de loi. Donc il faut bien avoir ça en tête, c'est-à-dire que ces gens-là, on a beau leur démontrer qu'ils font du mal parce qu'ils affaiblissent les salariés, ils affaiblissent les syndicats, etc., parce que c'est quand même un des gros effets de ces lois-là, c'est que le pouvoir de contrainte des syndicats et des représentants du personnel dans ces entreprises a été laminé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup moins de contre-pouvoirs dans les entreprises. Les employeurs peuvent faire vraiment ce qu'ils veulent, y compris pour des choses très graves, comme les plans de licenciement. C'est vraiment une des conséquences majeures de ces différentes lois, et notamment de la loi El Khomri, c'est que la justification d'un plan de licenciement économique est maintenant très extensive.
C'est très compliqué, depuis 2016, de contester un plan de licenciement économique. Donc qui dit il est plus facile de licencier, dit aussi il est plus facile de contrôler les gens, de leur faire du chantage à l'emploi, etc., etc. Donc oui, ces lois ont conduit à affaiblir considérablement la classe travailleuse dans son ensemble. Ensuite, pourquoi ça n'a pas réussi? Je pense que ça, c'est une discussion qu'on pourra avoir plus largement. Ça, c'est un problème de stratégie. Et c'est valable pour la loi travail, pour les ordonnances travail, tout comme pour le mouvement contre la réforme des retraites. C'est-à-dire qu'encore une fois, je pense qu'on est... collectivement, et dans on, il y a nous qui nous opposons en tant que simples citoyens, et il y a on, les organisations syndicales et les organisations politiques, pour une partie d'entre elles, pas toutes, n'ont pas compris ou ne veulent pas comprendre qu'on a affaire à des politiques de classe. Et que donc on aura beau faire appel aux bons sentiments de ceux qui nous gouvernent, ça ne changera strictement rien. Et je pense qu'on a été dans des stratégies de quémander de l'attention, on a été dans des stratégies de démonstration de force, c'est-à-dire regardez comme on est nombreux, regardez comme on est déterminé, regardez comme on est capable de faire une grève d'une journée et qu'ensuite on va l'arrêter le soir même. Et ces stratégies-là, je comprends qu'on les ait tentées pendant, ça fait 20 ans à peu près qu'on les mène, donc je pense qu'on peut en faire le bilan décemment. Pendant 20 ans, on a tenté ces stratégies-là, ça n'a pas marché parce que ces stratégies, elles se reposent sur une évaluation erronée à qui on a affaire. Quand vous vous adressez à quelqu'un, il faut savoir quels sont ses intérêts et comment, du coup, vous pouvez obtenir son attention. L'intérêt de celles et ceux qui nous gouvernent, c'est de plaire à la bourgeoisie, littéralement. C'est-à-dire que Muriel Pénicaud, ministre du Travail au moment des ordonnances réformant le Code du travail de 2017, c'était l'ex-DRH de Danone. Voilà. Mais c'est pas rien, c'est quand même un indice biographique qui doit nous mettre la puce à l'oreille. C'est-à-dire qu'en fait, elle se fait une loi sur mesure pour elle-même. Et maintenant, elle est dans le conseil d'administration d'un grand groupe de formation professionnelle et d'apprentissage, alors même qu'elle a fait passer en 2018 une loi dérégulant considérablement la formation professionnelle et l'apprentissage, ce qui fait que maintenant, non seulement il y a beaucoup plus d'apprentis en France, et qui dit apprenti, dit en fait travail des enfants, et les entreprises privées peuvent se payer leur propre centre de formation des apprentis, c'est-à-dire que personne n'en parle parce que ça ne concerne pas les enfants de bourgeois, mais, je dis personne n'en parle dans les médias dominants, mais concrètement, l'éducation de nos jeunes, d'une partie de nos jeunes, est confiée à L'Oréal, est confiée à Peugeot Citroën, est confiée à tel ou tel groupe. Et ça, c'est quand même délirant. Et bien cette personne-là, elle a été récompensée pour ses bons et loyaux services en étant au conseil d'administration d'un grand groupe de formation professionnelle. Et si on n'a pas en tête ces détails biographiques-là, on se dit que peut-être que si on lui explique bien, si on manifeste à 2, 3, 4, 10 millions, peut-être qu'elle se dira « j'ai eu tort ». Mais en fait, ces gens-là, il n'y a pas de tort ou de raison. Il y a des intérêts de classe bien compris, et croyez-moi, ils comprennent très bien leurs intérêts de classe. Et donc c'est pour ça que notre stratégie, je dis notre, parce que moi-même j'y ai participé, elle était erronée et qu'elle n'avait aucune chance d'aboutir. C'est qu'encore une fois, on ne s'adresse pas au bon sentiment de la bourgeoisie. On s'adresse à sa peur, à son portefeuille, on la contraint, on lui fait peur, on la soumet par notre action collective. Et pour l'instant, à de rares exceptions près, notamment le mouvement de 2018 des Gilets jaunes, ce n'est pas la stratégie qui a été poursuivie. Et tant qu'on continuera à mener des stratégies qui ne s'adressent qu'à leurs bons sentiments, et je dis ça sans jugement de valeur, je veux dire, moi aussi je l'ai faite et je comprends qu'on fasse cette erreur-là, parce qu'on nous raconte depuis qu'on est enfant qu'on vit en démocratie, donc normal, on se comporte comme des démocrates, mais eux ne se comportent pas comme des démocrates. Ce ne sont pas des démocrates, c'est une classe dominante qui utilise tous les outils qui sont à sa disposition pour régner. Et à ce moment-là, si nous, on ne prend toujours pas en compte cette réalité-là, on ira de défaite en défaite, quand bien même on aura raison, quand bien même on leur a montré par A plus B, nous on l'a fait, moi je l'ai fait, c'était mon métier de montrer par A plus B à des députés macronistes qu'en faisant ça, il y aurait 30% de représentants du personnel en moins, que du coup ils auraient beaucoup plus de travail, que du coup ils pourraient beaucoup moins défendre les salariés. Et devinez quoi, c'est ce qui s'est passé, il y a 30% de représentants du personnel en moins, il y a beaucoup moins de contre-pouvoirs dans les entreprises, et par conséquent la souffrance au travail est augmentée. Et ça, on l'avait montré. Pour autant, est-ce que ça leur a... Voilà, est-ce que si on leur disait maintenant, regardez, on avait raison, est-ce que vous croyez qu'ils changeraient d'avis? Non, puisqu'encore une fois, pour eux, les choses se sont très bien passées. Ce qu'il faut regarder, c'est quelle a été l'évolution d'augmentation, par exemple, des 500 plus grandes fortunes de France. Depuis 2017, leur fortune, elle a été multipliée par 3, 4, etc. Donc en fait, leur politique, de leur point de vue, a fonctionné. De notre point de vue, ça a été catastrophique. Mais encore une fois, notre point de vue ne compte pas pour eux. Et tant qu'on ne prendra pas ça en compte, on continuera à perdre, tout simplement. Oui, sur le moment de 2016,
Je suis d'accord globalement avec les analyses qui ont été faites. Pour rappeler quand même, si on replace en contexte, que c'est quand même un moment tournant, quand bien même on a perdu à ce moment-là, parce que c'est un moment de reprise des luttes et qui ouvre en fait la séquence dans laquelle on est toujours, à mon sens, de reprise des luttes quasiment annuelle par la parenthèse du Covid. Mais on sortait quand même d'un peu, moi j'étais déjà militante à l'époque, mais d'une grande traversée du désert. Si on se replace à ce moment-là, entre 2010 et 2016, il n'y a pas eu un seul mouvement national d'ampleur. Et là, brusquement, c'était la bouffée d'air frais. Enfin, de nouveau, une mobilisation nationale. Et ça a quand même ouvert à toute la suite. Donc, évidemment, on a perdu et c'est terrible. Et effectivement, ça a été le début de beaucoup de recul. Mais dans le même temps, ça a été aussi le début d'une nouvelle séquence. Donc, ça, c'est à mon sens à noter. L'autre aspect, toujours, parce que vous posiez la question du féminisme à ce moment-là, qui est important dans la séquence, c'est que en 2016, on commence à voir se développer en France les échos d'une large mobilisation qui est en train de naître en Amérique latine au même moment, qui va donner lieu à MeToo, qui est en fait ce que moi j'appelle dans mon livre La Révolution féministe, une quatrième vague du féminisme, voilà, qui naît en Amérique latine, notamment en Argentine, avec Ni Una Menos autour de la lutte contre les féminicides, ensuite qui se développe dans le reste du monde avec le mouvement MeToo et la lutte contre les VSS, et puis qui progressivement, et ça c'est intéressant par rapport à notre discussion par rapport au travail, va de plus en plus justement poser la question du travail reproductif spécifique effectué par les femmes et les minorisées de genre, et donc poser aussi la question d'une grève féministe. Et en 2016, c'est précisément l'année où en Pologne, en Argentine, commence à se développer cette grève féministe, qui est une grève du coup qui est pensée comme une grève totale, à la fois une grève du travail salarié, mais aussi une grève de l'ensemble des tâches domestiques dont je parlais juste avant, et puis en fait une grève de toutes les assignations genrées qui sont faites aux femmes et aux minorisées de genre. Donc une façon en fait de remettre au centre quand même l'arme de la grève et en même temps de lui donner une nouvelle dimension, une dimension aussi qui part des préoccupations actuelles pour essayer justement de, je ne sais pas comment dire, de réactualiser d'une certaine façon cette arme qui est une arme classique du mouvement ouvrier en la mettant un peu au goût du jour. Et à partir de 2016, ensuite en 2017, il y a un grand appel qui est fait pour chaque 8 mars à la grève féministe internationale. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va être un point d'appui pour construire le mouvement féministe dans de nombreux pays, notamment dans l'État espagnol, en Italie, en Suisse, en Belgique, et un peu aussi en France, on pourra en reparler, mais donc 2016, c'est aussi ce moment-là. Il y a des particularités par ailleurs dans la réception de la quatrième vague en France, c'est que dans d'autres pays du monde, on va dire que le mouvement féministe, dans des espaces où potentiellement le mouvement ouvrier s'était peut-être un peu affaibli, le mouvement féministe va justement redynamiser l'ensemble du mouvement social et être un peu le porte-drapeau des luttes. En France, on est face à un mouvement ouvrier et c'est une bonne chose qui est puissant. Et donc les choses se posent un peu différemment. L'enjeu, ça va plutôt être la convergence entre mouvement féministe et mouvement ouvrier, qui n'est pas toujours simple, mais je pense qu'on en reparlera dans les questions ultérieures. Et du coup, en 2016, l'enjeu aussi, et ça va être le cas dans tous les mouvements qui vont suivre après, ça va être de visibiliser au sein du mouvement ouvrier en quoi est-ce que ces réformes, elles vont toucher spécifiquement les femmes et les minorisées de genre, travail qui a pu être fait par le passé, mais j'ai l'impression qu'il est fait de plus en plus systématiquement à chaque nouveau mouvement, et j'ai l'impression que depuis 2016, c'est vraiment de l'ordre du réflexe, et ça c'est grâce notamment aux camarades féministes syndicalistes qui font ce gros travail au sein des syndicats. Et puis aussi l'effort de mettre en avant un peu plus systématiquement dans les mouvements les femmes tout simplement, qui très souvent sont invisibilisées des mouvements, pas mises en avant, oubliées, alors que là au contraire, à partir de
de 2016 et encore plus par la suite, notamment avec les femmes gilets jaunes et puis au moment du Covid, alors c'est pas un mouvement mais là aussi cet effort de visibilisation qui a été lié au fait que lorsqu'on s'est mis à parler brusquement de travail essentiel, comme par hasard, le travail essentiel qui est apparu aux yeux de tous et toutes, c'est en grande partie le travail reproductif, et ce travail reproductif, il est effectué par qui? Eh bien par les femmes, et c'est là où on a aussi eu une visibilisation des femmes et de leur travail. Bref, tout ça pour dire que 2016, ça a été un moment assez tournant dans ces deux aspects-là. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Du coup, on peut voir qu'on a vécu avec un mythe d'une amélioration des conditions de travail qui vont que en s'améliorant, et pour autant, on voit qu'au final, la société continue que de masquer notre domination de travail. Pour autant, on voit qu'elle se manifeste, notamment pour les personnes sans papier ou les personnes qui font de l'entrepreneuriat et de l'ubérisation. Au final, on peut se poser la question de est-ce que le système Uber ne reviendrait pas à un travail à la tâche et effacerait le salariat? Et en quoi cette ubérisation, qui est renforcée par le mécanisme de domination du travail avec sa précarisation, alors que c'est présenté comme totalement l'inverse avec l'entrepreneuriat, et comment tout ça amène à une nouvelle forme de domination dans le travail. Ouais, ça marche? Ok. Ouais. Petit frayeur. Super. T'es trigger par les histoires de micro, je le vois. Tout marche bien. La question de l'ubérisation, je m'en méfie un petit peu, parce qu'en fait, pendant un moment, c'était souvent dans les années 2015, c'est à partir de 2014-2015 que les manœuvres d'un ministre de l'économie, un certain Emmanuel Macron, permettent à l'entreprise Uber, avec qui il a eu des liens, maintenant on le sait, d'intérêt et de conflit d'intérêts, même si le terme est vraiment très gentil, très clair avec l'entreprise Uber et avec ses lobbyistes en France. Il a installé l'entreprise Uber dans un marché qui n'était pas favorable. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, des choses qui nous sont présentées comme des processus inéluctables liés aux évolutions technologiques, l'ubérisation, même le fait d'appeler ça ubérisation, c'est comme mondialisation. Le fait qu'il y ait Sion à la fin, on a l'impression que c'est un processus contre lequel on ne pouvait rien. En fait, l'ubérisation, tout comme la mondialisation, est le résultat de lois, de décisions, d'autorisations, alors qu'auparavant, vous aviez des marchés régulés. On dérégule ces marchés pour permettre à de nouveaux marchés et de nouveaux acteurs d'y intervenir et de s'y enrichir en profitant des failles de la législation. C'est ça l'ubérisation. Donc, ça a commencé par les véhicules de transport de passagers, et puis ça s'est étendu à d'autres métiers. En fait, pourquoi je m'en méfie? Parce que pendant un temps, ça a presque eu tendance à occulter la question de l'exploitation au travail, au sens où, comme l'ubérisation devenait vraiment une forme de surexploitation du travail, il y a eu une focale qui a été mise là-dessus, et j'ai presque eu l'impression que la gauche, en réaction à l'ubérisation, défendait le salariat en disant voilà, ce qui serait un truc de progrès social, c'est d'amener tous les chauffeurs Uber à devenir salariés. Bon, moi je ne suis pas convaincu, parce que le salariat reste une immense violence intrinsèque au capitalisme. Et effectivement, même si elle est encadrée un peu mieux, même si de moins en moins, et que ça reste mieux que du travail à la tâche dérégulé, pour moi c'est vraiment, vous voyez, quand vous faites ça, vous êtes sur une posture défensive, quoi. Vous êtes sans doute familier de la notion de fenêtre d'Overton, c'est qu'est-ce qu'il est acceptable de penser dans une société à un moment T. L'ubérisation, c'est un peu une ouverture de la fenêtre d'Overton sur la droite en termes de travail. C'est-à-dire qu'on dit, en fait, il n'y a plus besoin de congés payés, il n'y a plus besoin de cotiser à un certain nombre de choses. Le travail, c'est juste un contrat d'individu à individu, ce qui d'ailleurs revient en fait au principe de la Révolution française. La Révolution française, elle passe malheureusement par des choses qui sont... Il y a eu aussi des choses régressives pendant la Révolution française, notamment la loi Le Chapelier du nom du député du même nom. C'est une loi qui vraiment dérégule complètement le travail en interdisant les corporations et les embryons de syndicats qu'il y avait à l'époque. C'est là qu'on voit que la Révolution française, il y avait une dimension bourgeoise de la Révolution française qui était de dire, et l'esprit de la loi Le Chapelier, c'est vraiment de dire, le travail, la société n'a pas à se mêler de ce qui s'y passe. Le travail, c'est un contrat d'individu à individu, et les gens se débrouillent, ils sont libres. Voilà, c'est ça la loi Le Chapelier. Alors qu'en fait, notamment dans le monde des artisans et des ouvriers, qui était une classe émergente déjà au XVIIIe siècle, en fait non, il y avait des modes d'organisation très réguliers, avec des corporations, avec des règles de métier, qui fait qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi. Donc en quelque sorte, la première ubérisation, elle date de la loi Le Chapelier dans les années 1790. Mais ceci étant dit, il faut aussi analyser le succès de l'ubérisation
Et le succès de l'ubérisation se mêle à quelque chose qui est, et c'est ça qui est un peu pervers, c'est que le succès de l'ubérisation est lié au désarroi créé par le salariat. C'est-à-dire que dans l'ubérisation, vraiment la racine, ça remonte à la loi de 2008 qui crée le statut d'auto-entrepreneur, qui est quand même un drôle de terme, hein, d'ailleurs, qui veut un peu rien dire, puisqu'en fait, les termes n'ont plus de sens. Entreprendre, bon, déjà, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Une entreprise, c'est un collectif de travailleurs, souvent dans une entreprise à but privé lucratif, contrairement à une association. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une auto-entreprise? Ça n'a pas vraiment de sens. Mais admettons, ce statut, il est venu faciliter le travail indépendant et le faciliter et inciter fortement, notamment par des réductions de cotisations la première année. Et il se passe un truc très pervers en ce moment, c'est qu'en 2008, vous avez la classe bourgeoise qui pousse les gens à créer des auto-entreprises en leur disant, voilà, si vous êtes chômeur, vous aurez une première année où vous paierez seulement 10% de cotisation, ce qui est rien, hein. Donc du coup, par conséquent, ça crée, souvent les gens, ils commencent une auto-entreprise, ils disent, mais c'est super bien, je peux faire de la prestation de service, j'ai que 10% à payer, tout le reste me revient, c'est une aubaine pas possible. Donc la première année d'une auto-entreprise, c'est vraiment le Pérou, quoi. Et puis en fait, petit à petit, vous avez les cotisations qui vous rattrapent, mais pas toutes, et notamment, vous n'avez pas de cotisation chômage, vous n'avez pas de congés payés, les arrêts maladie, quand vous êtes auto-entrepreneur, ils sont, contrairement à ce qu'on dit, ils existent, mais ils sont sur des règles vraiment à minima, donc en fait, dans les faits, c'est très difficile d'activer des arrêts maladie quand vous êtes auto-entrepreneur. Bref, c'est une aubaine qui n'en est pas une. Mais vous voyez quand même, ça a été une aubaine par rapport à tous ces gens qui, ça répond à une aspiration quand même par rapport au travail qui s'est particulièrement accentué depuis 2020, c'est l'envie de changement. C'est-à-dire que, et ça c'est vrai, et ça concerne toutes les générations, contrairement à ce qu'on dit. Souvent, on dit c'est la Gen Z qui en a marre et qui est rebelle au travail, mais non, en fait, c'est vraiment un mouvement je trouve, de révolution spirituelle par rapport au travail, qui est de dire, j'ai pas envie de me tuer à la tâche, j'ai pas envie d'être fidèle à une entreprise toute ma vie, et donc de moins en moins, les gens font des carrières longues, de plus en plus ils démissionnent, il y a de plus en plus de turnover, et quelque part, le statut d'auto-entreprise, il est venu offrir une opportunité à ces gens-là. Et alors, une opportunité qui n'en est pas une, encore une fois, parce qu'en fait, derrière, vous prenez un risque énorme, les revenus moyens des auto-entrepreneurs, c'est dérisoire, donc en fait, à la fin, beaucoup de gens y perdent, mais ça vous laisse l'espoir que déjà, vous allez pouvoir faire quelque chose qui est de ne plus avoir de chef. Et ça correspond à une aspiration profonde. Parce que s'il y avait un truc insupportable dans le salariat et dans la fonction publique, c'est la hiérarchie. Les hiérarchies qui se sont considérablement développées. Et les hiérarchies qui créent des situations de violence, qui créent des situations de harcèlement, c'est fait que pour beaucoup de gens, la porte de sortie est la seule possible, malheureusement. En l'absence de contre-pouvoir qui fait qu'on arrive à contrecarrer cette violence. Vous voyez, la boucle est bouclée et l'auto-entreprise apparaît comme un recours. Et là, ce qui se passe maintenant, c'est assez pervers, c'est que le gouvernement essaie, ils ont fait plusieurs tentatives de reprendre de l'argent sur les auto-entrepreneurs, c'est-à-dire qu'après avoir envoyé toute une partie de la population sur les auto-entrepreneurs, via des dispositifs arrangeants, notamment des exonérations aussi de TVA, c'est-à-dire que quand vous faites de la prestation de services ou de la production de marchandises en auto-entreprise, vous n'avez pas à collecter la TVA jusqu'à un certain seuil, eh bien, le gouvernement essaie de baisser ces seuils-là, ce qui va avoir des conséquences très négatives en termes de revenus réels de tous ces gens et des prix qu'ils vont pouvoir pratiquer. Bref, ce que je voulais dire avec cette histoire d'ubérisation, c'est qu'il faut faire attention, parce qu'en fait, ça répond mal à des aspirations qui sont l'envie d'autonomie, l'envie de ne plus se faire exploiter, et l'envie de pouvoir aussi suivre, de faire le travail comme on l'entend. Donc, c'est très séduisant. Mais effectivement, à la fin, le deal, il est mauvais. Il est mauvais, il est très mauvais, mais pour y répondre, il faut à la fois dénoncer la façon dont il a été très mauvais, et le fait que ça a été une opportunité très importante pour un certain nombre de plateformes, hein, ça c'est sûr, donc ça a généré beaucoup d'argent, et pas pour les personnes qui s'y mettaient, mais ça a eu autant de popularité parce que ça répond à cette aspiration et cette quête d'autonomie qu'énormément de gens ont par rapport à leur travail, parce qu'en fait, l'expérience du travail capitaliste, du travail salarié, c'est l'expérience de l'aliénation. Et cette aliénation, c'est pas simplement monétaire le problème, malheureusement, même si c'est évidemment le problème, hein, c'est je fais du travail gratuit en réalité qui va être pris par d'autres, mais c'est aussi en plus de ça, on ne me laisse aucune marge de manœuvre, et c'est de plus en plus le cas. C'est-à-dire que toutes les entreprises, depuis 10-20 ans, ont resserré complètement les vis. Maintenant, tout est encadré par des procédures,
mesure, tout est évalué individuellement. Donc en fait, votre marge de manœuvre pour vous, que ce soit dans la fonction publique, que ce soit dans le monde associatif, ça c'est encore plus tragique, c'est que les grandes associations, même d'ailleurs les petites, vraiment se copient le mode de fonctionnement des entreprises privées, on ne comprend pas bien pourquoi, mais n'empêche que du coup, l'expérience de faire un travail où je me sens utile, où j'ai l'impression d'avoir des marges de manœuvre, où je peux dire non, où je peux dire oui à ça, où je peux proposer des choses, c'est-à-dire une expérience qui peut être positive du travail, hein, ça peut arriver, cette expérience-là est de plus en plus rare. Et donc beaucoup de gens se disent, moi je le vois, hein, je connais beaucoup de gens qui veulent quitter leur travail, y compris dans la fonction publique, y compris dans l'éducation nationale, pour dire je vais me lancer dans l'artisanat par exemple. Et moi je comprends totalement cette aspiration. Par contre, j'en connais les risques. Et je sais qu'à la fin, il y a plus de perdants que de gagnants. Et ça, c'est la partie tragique. Mais du coup, ça veut dire que pour combattre l'ubérisation, il ne faut pas ignorer cette réalité-là et que peut-être qu'il faut proposer aussi des alternatives à cette quête d'autonomie-là et vraiment aller sur ce terrain-là. Et ça, c'est un terrain essentiel. Et d'ailleurs, je finirai là-dessus. Emmanuel Macron, en 2017, vous voyez, on se souvient, il n'avait pas de programme, etc. Lui, c'était le candidat de la bourgeoisie, il ne pouvait pas le dire comme ça, même s'il avait très envie de le dire. Du coup, il a été obligé quand même, au bout d'un moment, de balancer quelques éléments de programme parce qu'il a compris que tout ne pouvait pas reposer sur sa personnalité absolument horripilante pour toute une partie de la population. En fait, ce qui a été prouvé, c'est qu'il a fait beaucoup de sondages, avec son équipe, ils ont fait beaucoup de sondages, et donc ils ont proposé des choses qui correspondaient aux aspirations des gens. Et notamment, ce qu'ils ont proposé et jamais appliqué, c'est l'indemnisation chômage de la démission, le fait d'être indemnisé directement après une démission, pour faciliter le fait que les gens puissent se reconvertir, etc. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les débuts du macronisme, il y avait un peu ce discours-là de dire « vous êtes libre de choisir votre destin professionnel, vous êtes libre de changer de vie, etc. » Alors, ce n'est pas du tout ce qui se passe maintenant. Au contraire, maintenant, ils ont vraiment le discours inverse qui est de dire « oula, des ruptures conventionnelles, surtout pas, ne démissionnez surtout pas, il faut vraiment que vous soyez enchaîné à votre poste de travail. » Mais ils ont eu l'intelligence de jouer, évidemment hypocritement et de façon mensongère, sur ce qui correspondait à une inspiration forte. Et peut-être que la gauche n'a pas assez pris conscience de cette volonté et de ce changement d'attitude par rapport au travail. Voilà. Et pareil sur les syndicats aussi, même si, encore une fois, ils ont pris ça en compte. Moi, j'ai été un excellent colloque de la CGT sur l'ubérisation. Je sais qu'ils travaillent dessus depuis le début, hein. Mais voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le travail de plateforme, il s'est effectivement développé dans le secteur des VTC, dans le secteur des livraisons à domicile, mais le troisième secteur où il est le plus important, c'est dans les services à domicile. Et ça, on en parle beaucoup moins, et d'ailleurs, même le néologisme ubérisation fait qu'on focalise finalement l'attention essentiellement sur le travail de plateforme type Uber, en mettant de côté toute une partie du travail de plateforme qui s'est développé justement dans les services à domicile et qui a pour particularité d'être encore une fois extrêmement féminisé et racisé. C'est un élément qui est vraiment central. Bon, ceci dit, le travail de plateforme global aussi est racisé, mais là, à l'intersection, on va dire, en l'occurrence, race et genre, et que c'est un secteur qui est en fait en développement de fait, et notamment en France. Donc moi, j'ai fait un petit travail sur les travailleuses de plateforme à domicile avec une collègue, Fanny Gallo, historienne du genre, militante également, justement spécifiquement sur une de ces plateformes que vous connaissez peut-être parce qu'elle a pour particularité d'avoir une volonté promotionnelle très très forte et une identité visuelle aussi assez forte, en l'occurrence c'est Wicasa. Je ne sais pas si vous avez vu du coup qu'elle mettait vraiment en avant notamment le fait d'avoir des hommes de ménage chez vous disponibles, alors qu'en réalité c'est un travail qui est majoritairement effectué par des femmes. Nous on a rencontré en l'occurrence que des femmes travailleuses de plateforme à Wicasa. Et donc, une des questions qu'on se posait avec Fanny, en l'occurrence, c'était celle de comprendre pourquoi est-ce qu'on voit se développer à ce point-là, dans le secteur des services à domicile, ce phénomène de travail de plateforme. Pourquoi est-ce qu'il y a ce dynamisme-là ? Et en fait, si on essaie de rattacher ça à la question justement de la reproduction sociale, ça a été très bien théorisé par Nancy Fraser, la philosophe Nancy Fraser, qui dit que dans le cadre du néolibéralisme contemporain actuel, on assiste à une néolibéralisation également du travail reproductif. Avec le fait que d'un côté, on va avoir des gouvernements qui vont s'en prendre à nos services publics,
qui vont les détruire, qui vont détruire les hôpitaux, l'éducation, bref, tout notre bien commun, entraînant des formes de crise de la reproduction sociale. Si vous êtes malade, si vous n'avez pas les moyens de vous payer éventuellement une éducation privée parce que en fait l'éducation publique ne va plus bien, il n'y a plus de place, ou vous êtes éjecté de la fac parce qu'il y a de la sélection. Enfin, de fait, vous entrez dans des formes de crise de votre propre reproduction d'existence. Et du coup, on a cette crise-là d'un côté, avec du coup la mise sur le marché. Et de l'autre côté, vous allez avoir des personnes qui vont avoir la possibilité, du fait de leur statut social, d'éventuellement se payer ces mêmes services, mais de façon privée. Donc ça fait que Nancy Fraser, elle en conclut qu'on en arrive à une forme de reproduction sociale à double vitesse. Déléguée pour celles et ceux qui peuvent en payer le prix, donc les classes supérieures, et qui revient à la charge des classes populaires et des classes moyennes qui connaissent de plus en plus des formes de véritables crises de leur propre production sociale, avec en plus, par-dessus le marché, une forme d'assignation très forte, de réassignation des femmes au travail reproductif dans ce cadre de crise de la reproduction sociale. Et du coup, comment est-ce qu'on peut, en dernière instance, expliquer ce développement finalement du travail de plateforme dans le service à domicile? C'est pour essayer d'offrir en fait cette reproduction sociale marchandisée aux classes moyennes qui pourraient se payer un peu de temps en temps justement un recours extérieur, mais qui n'ont pas les moyens de totalement déléguer leur reproduction sociale. Néanmoins, du coup, cette sortie de crise pour les classes moyennes, elle se fait, et tu l'as très bien dit, au prix, en fait, de la propre reproduction sociale des personnes qui effectuent ce travail-là. En l'occurrence, du coup, à la fois dans notre travail avec Fanny Gallo et à la fois un autre travail que je vous cite d'une super sociologue qui s'appelle Nicole Tequet et qui vient de soutenir sa thèse justement sur le travail de plateforme à domicile, on tire le bilan que les femmes qui rentrent dans cette carrière de travail de plateforme à domicile le font dans l'espérance effectivement d'avoir une plus grande autonomie au travail et pour une grande partie d'entre elles aussi de pouvoir mieux concilier le temps de travail et le temps familial. Mais en fait, le résultat est totalement nul et c'est bien plutôt l'inverse. Elles se retrouvent à être surexploitées via le travail de plateforme, à ne plus avoir le temps de s'occuper de leurs enfants, de s'occuper de leur propre reproduction sociale. Et donc, en rendant plus accessible la reproduction sociale à une certaine catégorie sociale, en l'occurrence les classes moyennes, eh bien, ça se fait totalement au détriment de ces femmes qui viennent le plus souvent de classes populaires, qui viennent le plus souvent, qui sont racisées, qui sont souvent, ça c'est la thèse de Nicole Tequet qui le montre, à élever seuls leurs enfants et qui sont dans une très grande précarité. Mais qui, dans le même temps, croient un peu à ce mirage et à ces promesses du travail de plateforme, d'autant plus qu'en plus de la perspective de l'indépendance, d'être son propre patron, il y a aussi des formes de promotion symbolique. On va travailler, on est des travailleuses de plateforme et ça Wicasa l'a très bien compris. Wicasa met en avant vraiment le statut de professionnel des femmes qui travaillent sur ces plateformes. Et nous en entretien, on avait des enquêtés qui nous disaient voilà, femme de ménage, ça ne fait pas très joli, mais alors professionnel du ménage, grâce à Wicasa, on a une vraie reconnaissance, c'est mieux. Ou alors, dans la thèse de Nicole Tequet, elle a réalisé un entretien avec une femme et son fils qui disait tout fier « Ma mère, maintenant, elle est entrepreneuse ». Et voilà, donc cette revalorisation symbolique, elle n'est pas anecdotique, je pense. Elle explique beaucoup aussi ce type de choix. Merci beaucoup. On voulait aborder avec vous la question de la mobilisation. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de violence, beaucoup de radicalisation du capitalisme dans la société et dans les institutions, mais qu'on n'a pas de mouvement d'ampleur, en tout cas significativement important pour pouvoir créer un rapport de force ou s'emparer du pouvoir, une forme de révolution, etc. On a par exemple des indicateurs comme le syndicalisme des personnes syndiquées qui sont en baisse. Là, on a eu un mouvement important qui était le mouvement du 10 septembre, le mouvement Bloquons Tout qui s'est
prolongé jusqu'au début du mois d'octobre. On n'a pas vu énormément de travailleurs qui étaient investis directement dans les blocages, etc. Ils étaient investis via le syndicat, mais il n'y a pas eu de blocage d'entreprise, de blocage de sites logistiques, etc. On a eu des grèves isolées, on a eu des stratégies qui étaient assez inopérantes. Comment on peut expliquer à la fois une forme de résignation, à la fois une forme de résignation beaucoup des travailleurs et des travailleuses, et aussi des impasses stratégiques, politiques, syndicalistes, etc. Comment vous voyez ça? On a déjà un peu abordé ce sujet tout à l'heure, du coup revenons-y. Je suis quand même d'accord avec ce qu'a dit Aurore, c'est-à-dire que moi j'ai dit on a des stratégies quand même tendanciellement perdantes, par contre il y a du mouvement, ça c'est clair et net. Il y a la 4e vague de féminisme, ça c'est pas rien du tout. Ça, faut voir aussi, je trouve que cet exemple-là montre aussi un truc, c'est que c'est pas parce qu'il n'y a pas de changements gouvernementaux qu'il n'y a pas de changement, quoi. Et la vie politique, c'est pas simplement la vie des institutions et des partis, c'est aussi le changement des rapports sociaux à l'échelle interindividuelle. Et quand même, les rapports sociaux à l'échelle interindividuelle, ils évoluent. Il y a des prises de conscience qui se font. Alors ça va pas tout seul, hein, ça se fait pas sans conflit, mais on peut pas dire que la société n'est pas changée depuis 20 ans, par exemple. Parce que je vous disais, depuis 20 ans, on perd sur les grands mouvements sociaux nationaux. Pour autant, il n'y a pas eu de baisse de la conflictualité, hormis effectivement pendant une période qui était aussi liée à une pseudo-victoire de la gauche en 2012, qui a quand même créé une illusion électoraliste au sens où, je ne vais pas revenir sur pourquoi ça n'a pas marché, hein, on n'est pas là pour ça, mais quand même, hein, c'était pas rien. C'est clair que depuis, il n'y a pas une année où il n'y a pas un mouvement social massif. Les enquêtes d'opinion, elles valent ce qu'elles valent, mais montrent quand même que l'insatisfaction et la colère sociale, elle est majoritaire. Voilà. Que la sympathie pour les classes bourgeoises, elle est extrêmement minoritaire. En gros, si la classe bourgeoise tient, c'est pas parce qu'elle bénéficie d'un socle de sympathie majoritaire dans la population, c'est parce qu'elle bénéficie d'un système institutionnel qui lui permet de conserver le pouvoir même en étant extrêmement minoritaire. C'est ça qui fait que on a les dirigeants qu'on a. C'est parce qu'on vit dans un régime autoritaire. Et ça aussi, c'est une réalité qu'il faut prendre en compte. On est dans un régime autoritaire au sens où on a des mécanismes de répression et de censure qui sont ceux d'un régime autoritaire, pas ceux d'une démocratie. Ça, c'est très important parce que là encore, on nous a socialisé à l'idée qu'en France, on était intrinsèquement une démocratie, voire même qu'on serait un pays essentiellement démocratique, voire même qu'on serait quasiment le seul pays démocratique du monde. Par moments, c'est ça qu'on entend. Mais je vous assure que vraiment, dès qu'on va à l'étranger, mais vous en faites tous expérience, et puis bon, dès qu'on prend un peu de recul, on se dit, mais c'est quand même fou. Tout ce qu'on décrivait comme étant les symptômes d'un régime autoritaire qui nous pendait au nez il y a 15 ans, en fait, tout ce qu'on attribuait, par exemple, à la victoire du RN, se passe maintenant. Ça ne veut pas dire que si le RN gagne, ce ne sera pas pire, c'est ça qui est le problème. Mais c'est qu'on disait, moi je me souviens, on disait, si le RN gagne, le pouvoir des syndicats va être très affecté, il y aura des tirs à balles réels dans la rue, excusez-moi, mais des tirs tendus de flashball. Alors, les tirs à balles réels, il y en a contre la jeunesse racisée des quartiers populaires, voilà. Il y a un rétablissement de la peine de mort dans les quartiers populaires. Il y a du tir de flashball à tir tendu, ce qui est normalement interdit, contre les manifestations écologistes, notamment à Sainte-Soline, avec une volonté de tuer, on le sait désormais, et on a une censure et des interdictions de manifester en continu. Et en fait, souvent, des gens ont l'illusion qu'on vit encore en démocratie, parce qu'en fait, ils ne se mobilisent pas sur ces questions-là, mais on le sait, dès qu'on se mobilise sur la Palestine, par exemple, dès qu'on se mobilise contre l'islamophobie, on n'est plus en démocratie. Voilà. Et ça, c'est important de se le dire, parce qu'encore une fois, sinon, on va faire des erreurs stratégiques en se disant, bon, on est en démocratie, on va agir comme si on était en démocratie. Non, on est face à un régime autoritaire. Et c'est dur de l'admettre, parce qu'en fait, on a une vision stéréotypée des régimes autoritaires. Moi, j'ai toujours l'impression, il y a des gens, on a l'impression pour qu'ils bougent et qu'ils se révoltent, il faudrait qu'il y ait des gens en uniforme nazi dans les rues. Bah non, le fascisme et l'autoritarisme se présentent toujours à chaque époque sous des habits différents. Voilà, c'est comme ça. On a été trop habitué à cette idée que ça reprendrait des formes antérieures. Bon, ça, c'est une première chose que je voulais dire. Donc, il faut être indulgent avec nous-mêmes au sens où, certes, nos mouvements nationaux n'ont pas pu obtenir de concessions d'ampleur, mais par ailleurs, on a affaire à des adversaires féroces.
On a une des pires classes dominantes au monde, qui non seulement est une classe dominante pour nous, mais en plus est une classe dominante pour beaucoup d'autres pays du monde. C'est-à-dire que la bourgeoisie française, qui est toujours en train de s'exonérer, moi j'ai beaucoup été éduqué à l'idée qu'en gros, les méchants dans l'histoire, c'était les Américains, vous voyez, ou alors les Allemands, à la limite. Ou alors pour d'autres, j'imagine, c'était les Russes. Et quelque part que nous, ils sont bien sympas, nos dirigeants. Ben non, la bourgeoisie française a fait un mal à l'humanité dans son ensemble incommensurable. Voilà. Et c'est que maintenant qu'on commence à l'entendre dire, et que même maintenant on a un journaliste comme Jean-Michel Apathy qui dit que l'armée française a fait des Oradour-sur-Glane en Algérie, ce qui est strictement vrai. Bon, c'est étonnant que ce soit lui qui l'ait dit, mais voilà, c'est important de le rappeler. Alors, ceci étant dit, donc il faut être indulgent avec nous-mêmes au sens où, à la fois en France, on a une forte combativité sociale, au sens où les gens ne se résignent pas, les gens sont en colère, etc. Mais par contre, on a affaire à une bourgeoisie particulièrement coriace et la plus répressive d'Europe, je pense qu'on peut le dire. C'est-à-dire que vous regardez comment sont... Moi, j'ai beaucoup suivi ce qui s'est passé en Turquie l'année dernière. En Turquie, les méthodes de maintien de l'ordre et de répression policière sont très similaires en termes de stratégie de celles qui ont lieu en France. À Istanbul, on observe la même chose qui se passe à Paris. Après, le système judiciaire n'est pas tout à fait comparable, c'est clairement un cran au-dessus en termes de répression en Turquie, mais en France aussi, on se met à avoir des arrestations préventives, arbitraires, avec de l'intimidation, un contournement total des règles élémentaires du droit, des méthodes de torture parfois sur les manifestants, bref. Donc, ce contexte étant posé, qu'est-ce qui se passe depuis 2016? C'est qu'il n'y a pas une année où il n'y a pas un mouvement social qui mobilise une partie de la société. Alors c'est vrai que souvent, le défaut, c'est qu'on ne se mobilise pas tous en même temps. Et tu disais à propos récemment, je ne vais pas tous ces renommés, mais parlons du coup du dernier en date, très intéressant, le mouvement du 10 septembre, parce que quand même, il nous a rappelé que la bourgeoisie, elle avait beau être très répressive, elle est aussi chroniquement flippée. L'avantage qu'on a avec la bourgeoisie française, c'est qu'on lui a créé des traumatismes historiques. 1789, la Commune de Paris, le mouvement des Gilets jaunes, régulièrement ils ont peur de nous quand même. Parce qu'en fait, à mon avis, ils n'ont pas la conscience tranquille, ils voient bien qu'en allant de plus en plus loin, ils prennent de plus en plus de risques. Et c'était intéressant, le mouvement du 10 septembre, moi je me souviens très bien, il a été annoncé au cours de l'été, après les annonces budgétaires absolument atroces et catastrophiques de François Bayrou. Et en fait, ils se sont complètement débinés. Et ce Premier ministre atroce, soit dit en passant, parce que c'est quelqu'un qui couvre des violences envers les enfants, disons-le, et cet homme-là, il s'est débiné et au cours de l'été, il s'est auto-sabordé. Et dans les justifications qu'il a données, alors peut-être qu'il exagérait un petit peu, mais c'est intéressant qu'il l'ait dit. Il a dit « je suis parti parce que le mouvement social prévu à la rentrée allait m'empêcher d'agir ». Donc vous voyez, en fait, la potentialité du mouvement social, c'est quand même pas rien. Ça reste quand même notre meilleure arme. Et le mouvement du 10 septembre l'a montré. Et alors ce qui est intéressant avec le mouvement du 10 septembre, c'est que pourquoi il a fait autant peur? Parce qu'il n'était pas conventionnel. Parce que ses grands axes, c'était en gros « faites ce que vous voulez, mais ne faites pas des manifestations qui iront d'un point A à un point B et qui seront déclarées en préfecture ». Et ça, la bourgeoisie, elle déteste. La bourgeoisie, ce qu'elle adore, c'est qu'on fasse toujours la même chose depuis 20 ans, parce qu'elle sait exactement comment ça va se passer et comment ça va se finir. Et elle sait exactement à qui elle a affaire. Et là, sur le mouvement du 10 septembre, il y a eu une panique pendant l'été, ils étaient là, mais qui sont ces gens? Est-ce que c'est des gilets jaunes? Est-ce que c'est des syndicalistes? Est-ce que c'est des gauchos classiques? Qui sont-ils? Et alors là, il y a plusieurs sociologues, pas de notre camp, qui se sont mobilisés sur les plateaux télé pour dire « rassurez-vous, ce sont les gauchos habituels ». Et là, ils étaient là « ok, fou ». Voilà, au début, tactique classique, au début, ils ont dit « c'est l'extrême droite ». Alors là, leur but, c'était de nous diviser, de nous démobiliser. Et effectivement, il y a des gens de gauche qui ont dit « hors de question que j'y aille, il y aura l'extrême droite ». Moi, j'étais là, mais sur quelle base, en fait? Sur quelle base? Sur un article de Libération et un article de l'Humanité. C'était ça, quand même, l'analyse sur l'extrême droite. Alors nous, à Frustration Magazine, on a tout de suite contré cette rhétorique parce qu'elle est bien classique. Ça, si c'est un réflexe sectaire, c'est que dès que vous ne savez pas qui c'est que c'est l'extrême droite. Non, c'était des gens, d'ailleurs, on ne sait pas qui sont les gens qui ont lancé la date du 10 septembre, et c'est très bien comme ça, et c'était très malin de leur part, puisque du coup, beaucoup de gens ont pu s'y raccrocher. Et puis ensuite, le mouvement, il a eu lieu, et il faut préciser que ça a été un tournant très important. Et certes, je sais qu'il a pu décevoir parce qu'il n'a pas duré, mais la journée du 10, elle est un peu historique parce que vous avez 300 000 personnes à travers le pays, et surtout dans toutes les villes, y compris les petites de France, qui se mobilisent sur des modes d'action risqués. C'est-à-dire qu'il en faut quand même du courage pour faire ça. C'est-à-dire que des choses qui étaient réprimées par la police. Et ça a engendré énormément de violences policières, d'arrestations dans à peu près toutes ces villes, ce qui s'est passé, mais cet événement a quand même eu lieu. On a dit qu'on allait le faire et on l'a fait, et ça, c'est pas rien. Mais après, c'est sûr que, donc moi je pense que ça va dans le bon sens, que ça a produit des effets.
que ça a clairement créé une zone d'instabilité terrible pour la bourgeoisie sur le plan institutionnel, que ça l'a alimenté, et que malheureusement, comme c'est des gens malins et comme ils disposent d'alliés inattendus, mais j'ai envie de dire, il serait peut-être temps de penser qu'ils sont plus si inattendus que ça, à savoir la gauche social-démocrate. Enfin, je veux dire, pareil, on ne va pas redécouvrir à chaque fois que le PS nous trahit. Bon, c'est quand même une règle. Bon, bah là, le PS est venu sauver le gouvernement au moment où il était en train de tomber. C'est quand même bien dommage, parce que si ce gouvernement était tombé, on n'aurait pas eu le budget qui est en train d'être discuté à l'Assemblée nationale et qui est un budget criminel. Et ça, c'est important de le redire. Quand je dis criminel, c'est que ça va faire des morts. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment, de toute façon, où vous en prenez aux allocations, à partir du moment où vous en prenez au remboursement des soins médicaux et des maladies chroniques, eh bien, vous faites des morts. Voilà. Et donc, quand vous laissez un gouvernement être maintenu alors qu'il a ce programme en tête, vous collaborez quand même quelque chose d'absolument dégueulasse. Donc, le mouvement du 10 septembre, ça a été quelque chose de très prometteur. Ça nous a appris des choses. Ça a été frustrant parce qu'en fait, on n'était pas préparé à un tel mouvement de répression. Donc, il va falloir apprendre de nos erreurs. Et quand tu disais que ce n'était pas les travailleurs et tout, il faut faire attention. C'est-à-dire que ça, c'est vrai que c'était un mouvement qui ne s'est pas fait sur les lieux de travail, mais c'était des gens qui étaient des travailleurs par ailleurs, qui ont choisi d'aller vers bloquer la production de l'extérieur à défaut de le faire de l'intérieur. Et je pense qu'effectivement, ce qu'on a vu, c'est les limites de ce mode d'action. C'est-à-dire que bloquer la production de l'extérieur, c'est très compliqué parce que vous devez bloquer des péages d'autoroute, vous devez bloquer des ronds-points, et avec la police qu'on a, c'est très compliqué de tenir. Ça, vraiment, c'était comment on tient physiquement en faisant ça, c'est compliqué. Alors après, déjà, on apprendra à le faire mieux, moi j'en suis convaincu. Et puis par ailleurs, ce qu'il va falloir redévelopper, et Aurore l'a dit tout à l'heure, c'est que quand même, l'arme fatale pour faire plier le capitalisme, ça reste la grève, quoi. Et on a beau tout essayer autour, bah à la fin, c'est quand même la grève qui les fera plier, ce qui veut dire qu'on doit quand même réfléchir à se réorganiser de façon plus unie aussi, d'unir les différentes fractions des classes laborieuses autour de quand même la mise en œuvre d'une grève quasi générale. Je pense qu'on aura beau creuser, ça restera le mode d'action le plus efficace, et c'est ça qu'il va falloir construire, sans évidemment mettre forcément de côté les autres techniques qu'on a pu expérimenter le 10 septembre. Ah. Oui. Désolé. Alors du coup, quelques petits points sur la question de la radicalisation du pouvoir. Je pense que c'est effectivement un élément très important pour comprendre la situation. Parce que si on se replace au moment de 2023, la grande mobilisation, la dernière contre la réforme des retraites, certes, on n'a pas atteint des chiffres de grève semblables à 1995 et c'était un problème, mais en termes de manifestations, on a eu des chiffres qui ont même dépassé 1995. Et on avait une extrême majorité de la population qui était contre cette réforme. Et ce, de façon constante, on avait tous les syndicats contre, enfin... de fait, c'était extrêmement majoritaire et il n'y avait aucun doute là-dessus. Il y a tout à parier dans un autre moment en fait, de notre histoire, le gouvernement aurait reculé. C'est parce qu'on est face à un gouvernement qui est radicalisé et qui donc implique que nous-mêmes, on soit en capacité de passer des paliers encore plus élevés. Donc en quelque sorte, on avait passé un palier et on avait mis en place un rapport de force qui était extrêmement fort. Mais il aurait fallu aller encore plus loin en réussissant à sortir des journées isolées, en repartant en reconductible et en développant la grève. Donc évidemment, ça, c'est des paliers qui sont très importants et d'autant plus durs à franchir dans un contexte de néolibéralisme débridé où effectivement les gens sont de plus en plus précaires, c'est plus compliqué de se mettre en grève, il y a plus de risques de se faire virer s'ils se mettent en grève, ils sont davantage isolés et donc c'est plus dur de construire un collectif qui va se mettre en grève. Tous ces éléments-là, évidemment, ça pèse sur la situation. Donc ça, c'était le premier point sur lequel je voulais revenir. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'était sur la question du 10 septembre. Effectivement, c'était un moment important. C'était un moment aussi important parce que dans l'été, il y a eu tout un tas d'assemblées générales qui se sont montées partout en France et comme tu l'as bien dit, également dans des petits villages, des petites villes, des endroits où il n'y avait pas forcément une culture militante préétablie. Et ça, cette dimension des assemblées générales, elle est fondamentale du point de vue stratégique. Parce que c'est quelque chose qui a manqué aux dernières mobilisations. Puisque de fait, l'intersyndicale, notamment en 2023, a eu pour bon effet de mettre les gens en mouvement, mais a eu comme moins bon effet de faire que du coup, si vous vous souvenez, on était un peu tous et toutes suspendus à l'attente du calendrier de l'intersyndicale, ce qui bien sûr n'aidait pas à construire les AG, à construire le mouvement par le bas et la démocratie réelle dans le cadre du mouvement.
Or, pour pouvoir passer ces paliers dont je parle, évidemment qu'il faut qu'il y ait une démocratie qui se développe par en bas. Ça ne viendra pas autrement, c'est-à-dire que la confiance, on la prend collectivement, on la prend avec ses collègues, on la prend en discutant et en votant ensemble, de se mettre en grève et éventuellement de partir en reconductible, ça ne se fera pas dans d'autres contextes. Donc, de fait, dans ce 10 septembre, l'élément d'auto-organisation, il était particulièrement intéressant et c'est une des voies stratégiques, à mon avis, qu'il faut continuer pour la suite. Et je termine vraiment en 30 secondes. Dans le bilan du 10 septembre, quand même, une des difficultés, tu disais, l'enjeu de faire converger les luttes, une des difficultés, mais que je ne comprends toujours pas encore maintenant, ça a été qu'on a eu le 10 septembre d'un côté et le 17 septembre de l'autre, ou le 18, je confonds les dates, le 18 septembre de l'autre, appelé par l'intersyndicale. Donc en fait, deux mobilisations distinctes, comme si en fait on n'avait pas fait le bilan des Gilets jaunes. Et que justement, ce qui avait aussi manqué au moment des Gilets jaunes, c'est que les syndicats appellent à rejoindre les Gilets jaunes. Ce qui aurait permis de monter encore en termes de rapport de force et de construire la grève. Bref, je pense qu'on est tous d'accord, mais au moins on se le dit entre nous. Je suis d'accord à 100%. Du coup, on va poser une dernière petite question, juste ces 2 minutes pour répondre chacun, parce qu'on n'a pas le temps avec les petits problèmes techniques. Nicolas, j'ai vu que récemment tu as fait un article, on va dire en désaccord avec Marine Tondelier et ELV, par rapport au fait de faire de la politique institutionnelle. On peut aussi reprendre l'exemple du PS avec la loi El Khomri. Je pense qu'Aurore, tu peux aussi répondre à la question sur comment, au final, pensez-vous repenser le travail sans un système capitaliste et sans mécanisme de politique institutionnelle actuelle. Et quels sont les moteurs pour nous actuellement faire 2 minutes. On doit répondre à ça en 2 minutes. Non, c'est un exercice. Ouais, c'est un exercice intéressant. Alors très vite. Très vite. T'as dit comment on fait pour repenser le travail hors cadre capitalisme? Comment repenser le travail sans un système capitaliste et sans mécanisme de politique institutionnelle? Voilà, en 2 minutes. Bon, écoutez, j'ai un plan en 2 minutes. Vous m'entendez? Bon, c'est important déjà, effectivement, de le penser en dehors du cadre capitaliste. En fait, la réponse est dans ta question. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est ce que je disais au début, tout le nœud du problème, c'est quand même la séparation entre le capital et le travail. Que ceux qui ordonnent, qui gèrent, qui administrent le travail actuellement, ce sont des gens dont le seul but est la quête de profit. Et pas parce que c'est des méchantes personnes, c'est parce que le système fonctionne comme ça. Et que par conséquent, on arrivera à créer, par exemple, du bien-être au travail, du bonheur au travail, tout ce qu'on veut, de l'égalité au travail, que si on reprend les rênes de notre façon de fonctionner. Et donc en fait, notre ambition, ça doit être rien de moins, et on doit toujours leur rappeler, une sortie du capitalisme, mais pas pour le plaisir de dire sortie du capitalisme, mais pour penser à une organisation du travail qui soit subordonnée à d'autres impératifs. Et donc ça veut dire un monde du travail géré par les travailleuses et les travailleurs eux-mêmes, qui sont les mieux à même de s'administrer et de décider, de gérer de comment ils font la production, et une production qui est elle-même régulée par la société, qui est la mieux à même, les citoyens et les citoyennes, de décider ce dont on a besoin, quelles sont les choses qu'on voudrait, quels sont les services dont on a besoin, quels sont les services dont on n'a pas besoin, parce que ça c'est aussi un gros sujet, et quelles sont nos priorités dans la vie, quoi. Et donc en fait c'est ça, pour moi c'est vraiment une alliance d'une gestion démocratique de la production via la société, c'est-à-dire via la politique, et une gestion de la production, des conditions de la production, par les travailleuses et les travailleurs eux-mêmes dans des organisations démocratiques du travail. Et c'est un horizon qui est tout à fait atteignable dans les prochaines années, puisqu'encore une fois, l'avantage, c'est que plus le capitalisme se concentre et plus on a de milliardaires, plus on sait où il faudra aller chercher l'argent. Voilà. Je souscris entièrement à ce plan. J'ajouterais de l'autre côté justement la socialisation de la reproduction, ce qui nous permet de boucler la boucle et d'avoir les deux aspects en même temps. C'est-à-dire cette idée que en fait, la voie qu'on avait commencé à développer par la mutualisation de la reproduction sociale via les services publics, eh ben, c'est la bonne voie, et qu'au lieu de détruire nos services publics, au contraire, il faut remettre des financements, les étendre, puisque le but en fait, c'est vraiment de sortir la reproduction sociale du cadre familial, du foyer,
ce qui permet par ailleurs de dégenrer ce travail, parce que si on le sort, on peut mieux le répartir. Et donc ça implique de développer nos services publics, d'imaginer aussi, si on sort, là on va dire c'est la revendication dans le cadre actuel, si on sort carrément et qu'on pense à une autre société, ça veut dire mettre en place partout des crèches collectives, des cantines collectives, des lieux où on effectue nos tâches domestiques collectivement, donc repenser l'habitat, repenser les quartiers, repenser la vie en commun. Mais ça, c'est quelque chose, je veux dire, qui est aussi un facteur de mobilisation parce que ça nous donne des perspectives pour d'autres formes de société qui sont bien plus enviables et désirables que la société dans laquelle on vit, parce que bien sûr, en mutualisant toute cette reproduction sociale-là, elle nous prendra moins de temps, elle sera beaucoup plus agréable et en plus, elle ne sera plus la base d'une oppression de genre absolument épouvantable. Donc voilà, moi je pense que ces éléments-là, c'est aussi ce qui donne, pour reprendre l'expression de Bernard Friot, un désir de communisme, c'est se projeter justement dans ces perspectives vers d'autres formes de société collective. Et on a répondu en 2 minutes. Et là, en 4 minutes, vous avez le plan, vous avez tout. Voilà, allez-y. Vous êtes prêts? Merci beaucoup pour votre effort synthétique. Merci beaucoup pour votre présence. On n'a pas pu aborder tout ce qu'on voulait aborder avec ce petit retard, mais on voulait vous remercier de votre présence, de vos pistes d'action stratégique aussi, vos réflexions et votre analyse sur les maux du capitalisme et la façon dont on peut lutter contre. On va faire une petite séance de questions-réponses. On ne va pas en faire énormément parce que ça va être un petit peu serré malheureusement. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. Voilà, n'hésitez pas. Avec les camarades de lutte, non camarades de lutte, travailleurs, travailleuses, allez-y. On a une question au fond et Mandy, si tu peux, ouais. Merci beaucoup. Je suis à la CGT. Donc, moi, il y a un angle mort. Je trouve que vous ne parlez pas beaucoup de l'organisation concrète des travailleurs sur les lieux de travail. Alors, si je reviens, par exemple, sur les différentes luttes qui ont été évoquées, c'est vrai que moi, j'ai pas le sentiment d'avoir vécu ça comme ça. De toute façon, je peux prendre l'exemple de la lutte sur la réforme des retraites. Moi, là, alors, je travaille au CNRS, à l'époque, je travaillais sur Paris. Je ne vais pas dire quand je m'étais mis en vraiment politique, parce que le CNRS, quand je fais le nouveau travail, c'était pas vraiment différent. Donc, on était consacré à 100% à la lutte avec une dizaine de collègues. Et ce qu'on disait à l'époque, déjà, le premier débat qui sortait, c'est que c'était les chimio, c'était les raffineurs, c'était je sais pas quoi, c'était la grève. Et je pense que c'est encore quand même largement inscrit, et ça fait partie des raisons de la défaite, je pense, et que la grève, c'est toujours les autres qui doivent les faire. Les chimio, les raffineurs, etc., ça représente 1%, les énergéticiens du salariat français. Sachant qu'à l'université, en l'occurrence, il y a un enjeu, je le dis pour les futures luttes, à partir du moment où quand les universités se mettent en grève, j'ai connu le CPE, ça fout quand même un sacré gros bordel. Donc voilà, peut-être que le débat se passe différemment dans une TPE de personnes, mais quand même l'université, voilà. Ensuite, sur la grève reproductive, moi je suis d'accord, pour une grève reproductive, autogérée à la base par des agriculturistes. Force est de constater qu'on en a été assez loin. Il y a quand même eu, j'entends souvent qu'il n'y a jamais eu d'appel à la grève reproductive en 2023. Il y a quand même eu un effort pour pousser autour du 7 mars 2023. Voilà, et à partir du 7 mars, ils vont démarrer. Et à la SNCF, j'ai retrouvé les chiffres, 40% de grévistes le 7 mars, ce qui n'est pas si énorme que ça en vrai. Et dès le 10 mars, il y avait plus de 10% de grévistes. C'est-à-dire que même dans un des seuls secteurs qui avait lancé une grève reproductive, ça s'est retombé complètement au bout de 4 jours. Donc c'est à partir de là qu'en fait, dans la plupart des têtes, il y a pas mal de militants qui se sont dit c'est plié, parce que c'était le moment où il fallait essayer d'accélérer. Donc moi, la conclusion que j'ai tirée de tout ça, à titre personnel, c'est qu'il y avait un manque d'organisation des salariés massif. Et ah oui, je veux dire, en 2023, les salariés des petites boîtes se sont énormément mobilisés. Mais en général, dans des boîtes à la CGT, voilà, il y avait des demandes d'adhésion, est-ce que je peux faire là, etc. Dans des boîtes où il n'y avait aucune expérience syndicale. Donc moi, j'en reviens quand même à la conclusion que, et c'est valable aussi, pardon, sur le 10 septembre, ou ce genre de choses. Les salariés qui voulaient se mobiliser, mais qui n'avaient pas les conditions. Donc moi, j'en reviens à l'idée que pour avoir un mouvement de grève reproductive, il faut quand même qu'il y ait des gens qui soient là pour proposer des pistes d'organisation, de faire le lien entre la revendication locale et globale, parce qu'en général, quand il y a une grève qui part en reproductive, il y a un lien avec la revendication dans l'entreprise.
qui ait une expérience de lutte, qui ait une formation politique, souvent ça aide quand même, politique, y compris par le syndicat, et voilà, c'est ça qui manque aujourd'hui. Et le syndicalisme, à partir de là, les questions d'orientation se posent. Mais bon, le patron, si on vient voir avec un sac en bois, il continuera de nous mépriser, quoi. En gros. Voilà. Pardon, je me perds un petit peu. Il y a des problèmes d'orientation, je ne nie pas. L'institutionnalisation du syndicalisme. Toute une partie quand même de la CGT, elle est deuxième, hein, elle n'est pas parfaite, hein, pas ça du tout. La CFDT première, moi quand je suis arrivé au CNRS ici, un collègue de la CFDT du CNRS m'a dit l'opposition capital-travail, c'est fini, tout ça, c'est terminé. Donc voilà, on est quand même face à ça, et en même temps on a besoin d'une unité syndicale pour mobiliser. Enfin, c'est pas qu'on a besoin, mais c'est que ça en est quand même une aide. Nous on dit n'hésite pas à y aller tout seul quand il faut, mais on voit que ça marche moins bien. Donc voilà, moi la lutte de 2023, c'est plutôt ça que. Et la lutte sur la loi de travail, c'est encore autre chose, parce qu'au contraire, on était isolés, il y avait tout un pan syndical qui allait manger dans la main du gouvernement, et au contraire, c'est parti sur des actions assez radicales. Je me rappelle, on s'est trouvé des pneus sur la zone industrielle ici, il y a eu des cortèges de tête à Paris, donc voilà, il y a eu aussi plutôt l'isolement du parti radicalisé du salariat, qui n'a pas porté ses fruits non plus. Donc voilà, c'est des idées comme ça, mais je pense que on ne peut pas tout faire avec la spontanéité, les gilets jaunes du 17 septembre, il faut une organisation pérenne. Le syndicat, moi je n'ai pas trouvé mieux qu'aujourd'hui, voilà, je ne suis pas contre d'autres formes de lutte, mais voilà. Et des gens qui essaient de faire bouger les lignes entre les mobilisations et qui organisent les travailleurs au plus près. Tu veux qu'on réponde maintenant Allez-y, ouais. Salut, donc, Salomé, je suis aussi alterne, donc là. Juste très vite sur ce que tu avais dit. Par rapport à l'extrême droite, il y a quand même en partie une relativisation de tout ton discours qu'imaginez. Biden, c'est très dégueulasse, mais Trump, une fois qu'il est au pouvoir, c'est encore pire, en fait, il ne lâche plus, et il y a aggravation comme ça. Donc, quelque part, il y a ce côté-là, un peu, bon, c'est pas forcément si grave, l'extrême droite est déjà là. Non, il y a quand même un cran encore au-dessus, qui peut être encore pire. Après, sur le blocage, parce que c'est des discussions qu'on a eues après les listes, mais moi je me rappelle que ça a vraiment commencé en 2010, au moment des retraites. Tous les syndicalistes, tous les militants, ils n'arrivaient pas à mobiliser leurs collègues, donc on allait tous sur le rond-point, on allait tous bloquer la raffinerie 1 heure ou 2 heures, sans contact avec les gens de la raffinerie, et ça ne marchait pas. Donc là, c'est vraiment important d'insister sur le fait que c'est par la grève, en fait. Et donc, il faut reconstruire du collectif, il faut reconstruire dans les entreprises, il faut reconstruire les syndicats et compagnie. Et voilà. Et après, très vite, les nations articulées vraiment, comme a dit, toutes les oppressions entre elles. Et aussi, ce qu'il y a bien, bon, là, on se voit, on discute, mais souvent, il y a des bagarres, il y a des piquets de grève. Je me rappelle, la directrice d'un bibliothèque pendant plus de 3 semaines l'an dernier, il y a 2 ans, on n'était pas de masse à passer tous les jours les voir. Là encore, à Engologue, il y a une mobilisation le 21 septembre à 11h, c'est une boîte de la logistique. Le délégué syndical CGT est victime de tracts racistes, homophobes et de grosses discriminations syndicales. Donc il y a rassemblement pour l'entreprise. Ça vient sur là, Engologue, on parle de violence au travail. Je pense que ce serait bien que tout le monde qui est là, une partie significative, 21 novembre, je suis quoi ? Ouais, le 10 septembre. Oui, c'est pareil. 21 novembre, qu'on se mobilise devant un Engologue, parce que voilà, discuter c'est bien, faire c'est mieux. Est-ce que par contre. Est-ce que la question peut être rapide parce qu'il faudrait conclure dans environ 5 minutes et que les intervenants peuvent répondre. Allez-y, vous pouvez répondre. On va faire une réponse et après on vous repose des questions. Est-ce que vous pouvez répondre rapidement? Ouais, bien sûr. Oui, rapidement pour répondre aux différentes questions. Sur l'extrême droite, c'est exactement ce que j'ai dit, hein, c'est-à-dire que le macronisme fait ce qu'on avait dit que l'extrême droite ferait, et l'extrême droite fera encore pire, parce que du coup, toute une partie de ce qu'elle voulait faire a déjà été fait, ils vont aller plus loin, hein, ça c'est, voilà. Donc c'est exactement ce que je dis. Ensuite, sur la question de l'organisation, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, malheureusement, la grève, c'est l'arme fatale qu'il faut utiliser, c'est qu'en fait, ce problème-là, il est incontournable. C'est-à-dire qu'on essaie, en fait, parce que justement, nos organisations dans le monde du travail sont faibles et ne fonctionnent
fonctionne pas assez. Du coup, on contourne le problème en faisant par exemple du blocage de la production par l'extérieur, comme on a fait 10 septembre, et on voit bien que ça ne suffit pas, parce que ça nous expose trop et que ça ne permet pas une action durable. Donc en fait, quand je dis malheureusement, il va falloir passer par là, c'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'il va falloir refondre de toute urgence, et je dis pas, je pense, moi je travaille régulièrement pour les syndicats, et je sais qu'ils ne peuvent pas beaucoup faire mieux que ce qu'ils font actuellement, pour plein de raisons. Donc moi je me dis, et je sais aussi que leurs faiblesses sont liées à quand même cette institutionnalisation, elle est importante, c'est-à-dire que les plans licenciements auxquels j'ai participé comme consultant pour les CSE, ce que je vois, c'est que ce qui se passe, c'est que le CSE et les représentants syndicaux, ils restent dans des réunions avec la direction pendant 3 jours, et que ces 3 jours-là, au lieu d'essayer de convaincre des gens qu'ils sont impossibles à convaincre, il fallait les passer auprès de leurs collègues pour monter une grève. Et ça ne se fait pas parce que le patronat a été malin, c'est-à-dire que plutôt que d'interdire les syndicats, ils les ont intégrés dans leur logique, au point que souvent les syndicalistes parlent comme eux en disant par exemple collaborateurs à la place de salariés. Ça c'est vraiment un gros problème. Hein. Et donc il va peut-être falloir rompre avec cette logique-là et peut-être qu'il va falloir reprendre à la base ce qu'est le syndicalisme, c'est-à-dire faire une politique de la chaise vide sur tout un tas d'institutions du dialogue social qui ne servent à rien et faire vraiment un syndicalisme très, pour le coup, intersectionnel, c'est-à-dire qu'aussi qui prend tous les problèmes en même temps, qui facilite l'engagement syndical, parce qu'actuellement l'engagement syndical souvent c'est un sacerdoce, les gens n'osent pas y aller pour ça, mais c'est pas de la faute des syndicalistes, c'est qu'aussi ils sont de moins en moins nombreux, donc du coup s'engager c'est de pire en pire. Bref, peut-être qu'il va falloir reprendre à zéro, peut-être qu'il faut créer une nouvelle confédération syndicale. Je veux dire, tous ces syndicats, ils ont, dans le cas de la CGT, plus d'un siècle, et peut-être qu'en réalité on a besoin d'un second souffle, tout comme on a pu avoir un second souffle dans certaines institutions politiques, peut-être qu'il faut avoir un second souffle au niveau syndical, et je vous laisserai là sur cette réflexion, sur vraiment reprendre ce que c'est le syndicalisme à la base, parce que le syndicalisme parfois a été tellement institutionnalisé qu'il y a vraiment des entreprises, je vous assure, le syndicalisme c'est plus du tout ce qu'on décrit là, c'est plus du tout, et voilà, moi ce que je dis c'est que je pense que la majorité des syndicalistes en France, en réalité, ils ne peuvent pas ou ils ne veulent pas faire une grève générale, ils n'ont pas ce rapport-là aux institutions, ils ne se syndiquent pas par volonté de mener la lutte des classes, et je veux dire, encore une fois, ça ne veut pas dire que ce qu'ils font c'est inutile ou que c'est mal ou qu'ils ont tort, je dis juste que c'est plus ça leur fonction, et que donc pour que cette fonction-là soit assurée, à savoir utiliser les mobilisations au moment du travail pour changer la société en profondeur, et peut-être qu'il nous faut une nouvelle confédération syndicale. Voilà. Oui, hyper rapidement. Évidemment, l'idée, c'était pas de nourrir un discours anti-syndicaliste. Loin de là, moi, je suis syndiquée par ailleurs. Et au contraire, en fait, discuter la question stratégique directement avec les syndicats, ou en l'occurrence les directions syndicales, c'est reconnaître la force qu'ont les syndicats et les prendre au sérieux jusqu'au bout. Donc peut-être pour préciser ce point-là. Le deuxième aspect sur lequel je voulais rebondir, c'est justement la question du départ en reconductible en 2023 entre le 7 et le 8 mars, parce que pour le coup, ça touche la question féministe directement. Moi, je pense que c'est hyper intéressant, cette difficulté à laquelle on a été confronté de l'impossibilité de partir en reconductible précisément à cette date-là. Parce qu'à ce moment-là, l'espoir qu'avait eu le mouvement social, c'était quand même qu'on pouvait s'appuyer sur le 8 mars, comme c'était une date féministe, comme c'était une date traditionnelle avec plein de guillemets, pour pousser vers la reconductible, et qu'en fait, on a constaté que ça n'avait pas du tout fonctionné, et qu'au contraire, il y avait eu un effondrement dans le passage du 7 au 8. Moi, j'avais la sensation et l'intuition que ça reposait quand même sur le fait qu'il y avait un manque de conviction à la base quand même autour des enjeux féministes. Et après avoir eu de nombreuses discussions autour de moi, et notamment en avançant cette hypothèse, j'ai eu beaucoup de retours de camarades syndiqués à la base qui limite ont arrêté, quitté leur syndicat parce qu'une partie de leurs collègues effectivement n'étaient pas convaincus sur la question du 8 mars et des enjeux féministes et de la grève féministe. Alors c'est pas pour dire bouh les méchants syndicalistes, vraiment c'est pas du tout ce que je dis, c'est au contraire, du coup il y a un enjeu à convaincre sur les questions féministes. D'où le fait que mes interventions étaient très centrées sur cette question féministe-là, parce que je pense que quand on parle de travail, il faut parler de féminisme. Donc parfois on a l'impression qu'on s'écarte un peu des enjeux d'organisation du travail comme tu le soulignais, mais en fait je pense pas du tout. Je pense qu'il faut faire cette convergence-là. Et moi j'interviens en permanence auprès du mouvement féministe pour dire il faut qu'on se syndique, il faut qu'on aille porter les questions féministes auprès des syndicats. Donc je suis vraiment convaincue, mais je pense que pour faire ce travail-là, il faut tirer le bilan jusqu'au bout en le regardant droit dans les yeux. Une dernière question ? Alors, c'était pas vraiment une question, c'est une intervention.
Je vais essayer d'être courte. Je suis militante de lutte ouvrière et j'ai participé à de nombreuses luttes puisque notamment 68, du bon âge. J'ai travaillé sur des plateformes, puisque j'ai travaillé dans une entreprise où on était 50 femmes, d'abord à Paris, décentralisée à la Source ensuite. Mais ce que je voudrais dire sur les questions que vous posez sur la grève, des grèves, il y en aura. C'est-à-dire, vu la rapacité, vu les conditions, on est dans un système effectivement capitaliste qui est incapable de gérer son économie à l'heure actuelle, de toute façon, et c'est la concurrence entre les pays. C'est la concurrence entre les industries, c'est le gros qui mange le plus petit, qui mange le plus petit. Donc des grèves, forcément, avec la rapacité du patronat, il y en aura. Mais si les travailleurs ne s'organisent pas en eux-mêmes, entre eux, décident de leur grève, décident de leurs moyens d'action, et si on ne va pas plus loin en se posant un problème de la prise de pouvoir, c'est-à-dire les capitalistes, il faudra leur enlever le pouvoir politique et économique. Et si je parle de mai 68, c'est que moi j'étais jeune, comme vous, et je croyais qu'une société communiste et socialiste, ça y était, on allait l'avoir des années, ça allait venir. Mais au moment, tu parlais du patronat qui a eu peur, oui, la dernière fois que le patronat a eu peur, en France, et d'ailleurs ça a eu des répercussions dans beaucoup de pays, c'est mai 68, je suppose que vous en avez entendu parler, mais qu'ont fait les confédérations syndicales. On nous a fait reprendre le travail, alors qu'il y avait toute une jeunesse qui voulait changer cette société. Alors quand vous parlez, quand je vous entends parler des syndicats, moi c'est évidemment pas contre les militants syndicaux qui se battent, qui s'organisent, moi aussi j'étais dans un syndicat. Mais il faut avoir quand même conscience qu'à chaque fois ils ont trahi. Parce qu'ils sont intégrés à cette société. Alors quand tu disais oui, on ne va pas en parler, depuis on a connu quoi depuis 50 ans? Moi, je vous conseille de regarder le film Autriche secondaire. C'est une fille en 68 où les syndicalistes m'ont dit mais non, on a gagné. Moi, personnellement, j'ai 30% d'augmentation de mon salaire. Imaginez. Bon. Et la fille répond si on rentre, on en reprend pour 50 ans. On en a repris pour plus de 50 ans. Et vous voyez à l'heure actuelle où on en est. Un système qui divise les travailleurs, qui divise, parce qu'on en a toujours, effectivement, les femmes touchent moins, et ils ont tout repris, évidemment, parce qu'eux, ils ont une organisation, ils ont des moyens. Mais les politiciens, oui, sont à leur service. Mais qui c'est qui a le pouvoir? C'est les Arnaud, c'est les Michelin, c'est les Peugeot. Et tant qu'on ne s'attaquera pas à ce système-là, et on ne le réglera pas par des élections. Nous, c'est tout notre combat à lutte ouvrière d'expliquer, d'ailleurs quand on se présente aux élections, de l'expliquer. Tous ces partis, ils nous ont dit, ils disent aux travailleurs, votez. Alors pourquoi ils ne votent plus? Parce qu'on dit après, vous rentrez chez vous, on va tout faire, que ce soit la gauche, que ce soit la droite. On a tout connu. Et on a vu la désillusion. Et si on parle maintenant de la montée d'idées qui puent, etc., c'est de leur responsabilité. Parce qu'il y a eu des moments dans l'histoire où les travailleurs ils se sont battus. Alors ils vont se rebattre, les travailleurs. Mais si on attend, comme tu disais, moi je ne comprends pas entre le 10 et le 18. Ben si, moi je comprends très bien. C'est une politique. C'était quoi ces gens-là qui décidaient sans les appareils soupçonneux? Comment ils ont été soupçonneux vis-à-vis des gilets jaunes? C'est quoi ces gens qui décident en dehors des partis dits traditionnels? Et c'est cette conscience-là qu'il faut avoir à l'heure actuelle, parce que là on parle des conditions de travail, mais il y a aussi des conflits guerriers. Et ça, il faut en avoir conscience quand on est jeune, parce que là, on nous prépare à prendre un fusil et à aller nous battre contre d'autres pays. C'est tout ce que je voulais dire. Je ne veux pas vous rabattre le moral. J'ai écrit un livre justement sur militant, sur les conditions de vie aux chèques postaux et sur la vie à la source. Merci beaucoup de tout le monde d'être venu. Merci d'être venu nous d'avoir partagé votre pensée. Alors, avant de conclure, il y a un manteau. Iris, est-ce que tu peux lever le manteau? Il y a quelqu'un qui a perdu un manteau, ça qui. Ah, nickel. Merci d'être venu et on va vous laisser conclure par un mot de fin, tout ce que vous voulez, que ce soit sur
la question ou pas? Non, je voulais abonder dans votre sens à propos de cette séquence que vous pouvez trouver sur YouTube qui s'appelle reprise, enfin la séquence elle est connue, reprise du travail à l'usine Wonder. Je suis d'accord que ça dit quelque chose de lourd sur le syndicalisme, ou en tout cas sur la hiérarchie syndicale. C'est-à-dire que vous avez cette femme, cette jeune femme à qui on dit qu'il faut reprendre le travail parce que des syndicalistes prétendent savoir ce qui est bon pour elle. Elle dit je ne retournerai pas dans cette tôle. Hein. C'est-à-dire qu'elle ne parle pas seulement des salaires, elle parle aussi des conditions dans lesquelles elle travaille. Et cette séquence, elle est violente parce que c'est à la fois de la violence de classe, c'est-à-dire qu'ils la prennent de haut parce qu'eux, c'est les sachants, puis c'est une violence sexiste, hein, parce qu'ils la prennent de haut aussi parce que c'est une femme et c'est très clair dans l'échange. Et oui, il faut regarder en face aussi cette histoire sombre de comment... moi, j'en parle beaucoup dans mon dernier livre, Saint-Luigi, c'est-à-dire qu'il faut faire attention, on a des institutions du mouvement social et certains dirigeants de ces institutions ne sont plus fiables ou ne l'ont peut-être jamais été et il faut peut-être se déniaiser par rapport à ça et il faut prendre notre autonomie en main. Et je suis d'accord, ce qui s'est passé le 10 et 18 septembre, pour moi, c'est quelque chose de relativement impardonnable, hein, au sens où quand les syndicats ont choisi la date du 18 septembre, ils l'ont fait pour affaiblir le mouvement du 10 septembre parce qu'effectivement, il échappait à leur contrôle et que tout ce qui échappe à leur contrôle leur semble suspect. Et ça, pour moi, ça a été vraiment quelque chose que j'ai mal vécu en tant que militant et en tant que quelqu'un qui a toujours défendu le syndicalisme pour ce qu'il était. Et je pense qu'effectivement, ça doit nous pousser à tirer certaines conclusions. Cette conclusion, c'est de nous autonomiser sans pour autant rejeter l'organisation qui, elle, est indispensable. Et c'est pour ça que j'appelle à refonder une organisation syndicale. Oui, en une minute c'est difficile. Juste pour réaffirmer que je pense qu'il y a un peu deux positions, deux écueils en tout cas dans lesquels il faut éviter de tomber. Je pense soit se dire qu'il y a un enjeu à critiquer les choix stratégiques des directions syndicales et du coup finir par tomber dans une forme d'antisyndicalisme primaire qui à mon avis est un problème, soit de l'autre côté parce que justement on assiste à une faiblesse des organisations traditionnelles du mouvement ouvrier et en particulier des syndicats qui sont de fait la structure centrale de la lutte des classes de tout temps et encore aujourd'hui. Du coup, en venir à se dire, du coup, ils sont intouchables et on ne peut pas avoir une discussion sur les questions stratégiques à partir du moment où on pense que c'est une pièce maîtresse. À mon sens, il faut réussir à tenir les deux bouts. C'est indispensable de se syndiquer. La question syndicale, elle est centrale aujourd'hui. Enfin, je le réaffirme parce que j'ai peur que du coup, il y ait eu qu'on tombe justement dans l'autre écueil. Mais dans le même temps, en fait, il faut pouvoir discuter stratégie jusqu'au bout et ce sera d'autant plus crédible et ça poussera d'autant plus les gens à syndiquer qu'il y a la possibilité d'une autre stratégie dans ce cadre syndicaliste-là. Et voilà, c'est du coup un peu une ligne de crête. Il y a beaucoup de lignes de crête comme ça qu'on essaye de tenir dans la période, mais du coup, je tenais quand même à le préciser en mot de la fin. Parfait. Parce que j'ai fait une petite fin tout à l'heure en vous remerciant, mais je vous remercie vraiment pour la fin de cette conférence, pour votre présence, pour votre temps, pour votre analyse et vos perspectives. Merci aux partenaires, à toutes les personnes encore qui ont rendu cette conférence et table ronde possible. Merci à vous de vous être individuellement déplacés, d'avoir fait aussi passer le message sur les réseaux sociaux et à vos proches. Il y aura une rediffusion du coup sur YouTube, sur la chaîne Info Gaucho. Vous pouvez suivre toutes les personnes ici, donc Le Point Levé, Nicolas et Aurore sur les réseaux. Il y a le NPA aussi à suivre sur les réseaux sociaux qui font du contenu informatif, Le Point Levé aussi. On va faire un petit pot pendant suivez Info Gaucho aussi. J'en profite, j'ai oublié, mais suivez Info Gaucho. On va faire un petit pot dans l'amphi. Tu oublies ton propre livre dans l'amphi, dans le hall. Et du coup, on a les 4 livres. Du coup, vous ne laissez pas le lundi, c'est La domination au travail, Saint-Louis, donc ça c'est pour Nicolas. Et pour Aurore, c'est La danger écologique, la révolution féministe. Voilà. Merci d'être venu. Si ça vous intéresse, le Point Levé, la France Insoumise et l'Urgence Palestine d'Orléans ont fait un meeting ce mercredi à la salle Eiffel à 19h30. Il y a l'affiche qui est juste là sur la répression, la militarisation. Il y aura Elsa Marcel qui est porte-parole de Révolution Permanente et Raphaël Arnaud qui est député à la France Insoumise et aussi cofondateur de la JONGA. Donc si ça vous tente, c'est mercredi à 19h30 à la salle Eiffel. Bonne soirée.